Si vous êtes un habitué de ma chaîne, vous savez ma phrase fétiche, mon incantation, c'est que la vie est un cadeau. Donc, si vous êtes ici, sachez que la vie est un cadeau. Vous êtes donc au bon endroit. Vous êtes la bonne personne. Et je suis sûr que vous allez écouter également la bonne information, le bon message qui va vous aider, qui va vous transformer. Sachez qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette chaîne et sur ce live présentement, il n'y a pas de hasard. Vous êtes là parce que vous devez être là. À vous maintenant de savoir pourquoi est-ce que je devrais être là. D'accord? Donc, tapotez, partagez. On va commencer dans quelques instants. Je vais commencer par donc tâter le terrain avant de vous montrer le sujet dont je veux parler en bonne et due forme. S'il vous plaît, je suis en train de bugger à l'écran. Nous sommes 51 personnes en ligne. Tapotez, s'il vous plaît. Ne soyez pas avares. C'est gratuit. On ne paye pas pour recevoir une information ici. On ne paye pas pour apprendre quoi que ce soit ici. Donc, la moindre des choses que vous pouvez faire, c'est de nous donner la force pour que nous puissions avancer. Quelques clics, d'accord, sur votre écran ne va rien gâcher, s'il vous plaît. Tapotez pour que nous puissions avoir un équilibre. Alors, aujourd'hui, mardi 15 juillet, nous allons aborder un thème et c'est un thème délicat. Beaucoup de personnes ont vu leur vie s'écrouler parce qu'ils n'ont pas réussi à un moment donné à se maîtriser. Beaucoup de personnes sont tombées dans le regret parce qu'à un moment donné, elles n'ont pas su se mettre les limites qu'il faut. Dans mes conférences, dans mes formations, l'une des questions que les gens posent et qui revient souvent, on se pose la question, comment est-ce que je dois me maîtriser? Comment est-ce que je dois avoir le contrôle? Comment avoir la maîtrise de soi? Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne peut perdre la maîtrise de soi? Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut ne pas savoir se retenir? Lorsque vous voyez des femmes qui sont en train de pleurer parce qu'elles regrettent leurs actes, leurs comportements, c'est parce que quelque part, elles n'ont pas su se retenir. Lorsque vous voyez des ménages qui sont divisés, lorsque vous voyez des hommes, des pères de famille qui se retrouvent confus, parfois qu'ils ont honte d'eux-mêmes, de leur comportement, de leur attitude, c'est qu'à un moment donné, ils commencent par se regretter. Lorsque vous voyez l'avenir des jeunes filles, des jeunes garçons, qui, simplement, une petite erreur a basculé, a transformé toute leur vie, c'est qu'ils sont dans le regret. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher lorsqu'ils se retrouvent en face de l'alcool. D'autres ne peuvent pas s'empêcher lorsqu'ils se retrouvent en face de la tentation, que ce soit le sexe, que ce soit le tabac, que ce soit le café. En tout cas, vous savez, vous avez plusieurs exemples autour de vous. Qu'est-ce qui peut être à la base de cette situation-là? Comment est-ce qu'on peut faire? Si on doit parler de la maîtrise de soi, on peut aborder plusieurs aspects, plusieurs éléments. Mais aujourd'hui, moi, je veux aborder un aspect précis qui cadre avec mon domaine de prédilection, qui est le recalibrage et qui donc parle des émotions. Aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez que si vous n'apprenez pas à contrôler vos émotions, ce sont vos émotions qui finiront par contrôler votre vie. Combien de personnes n'ont pas vu leur vie détruite par le fait, par la colère, par la peur? Combien de personnes n'ont pas vu une opportunité perdue parce qu'elles étaient trop tristes pour saisir cette opportunité-là? Donc, si vous ne contrôlez pas vos émotions finiront par vous contrôler. Vos émotions peuvent vous faire perdre une opportunité. Vos émotions peuvent ruiner une relation. Vos émotions peuvent même vous empêcher d'avancer sans même que vous ne compreniez pourquoi. Que ce soit la colère, que ce soit la peur, que ce soit la tristesse, que ce soit la frustration, les émotions sont là, elles sont une réalité. Bien qu'elles ne soient pas là pour vous détruire, si vous n'essayez pas de les comprendre, les émotions peuvent devenir en fait vos pires ennemis. L'émotion est un messager. L'émotion apporte quelques informations. Vous le savez déjà si vous êtes un habitué de cette chaîne-là. Il n'y a pas de hasard. L'émotion, c'est un dispositif que le Créateur a mis en nous pour nous interpeller, pour nous amener à comprendre qu'il est temps de faire un certain nombre de choses. Et dans ce live, je vais prendre le temps de vous montrer les 10 émotions courantes et leur signification, les appels, les codes cachés qui sont cachés dans ces 10 émotions-là. Mais surtout, je vais vous donner les clés qu'il faut pour maîtriser, canaliser et contrôler vos émotions. À partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus être prisonnier ou prisonnière de vos émotions. Vous ne devez plus dire, je me suis laissé emporter. Non, j'ai été faible. Non.
Un véritable homme ne peut pas être faible. Un être humain accompli ne peut pas dire qu'elle est faible. Elle peut faire des erreurs en disant « j'ai choisi de le faire », mais pas que je suis faible, pas que je suis incapable, pas que mon corps m'a contrôlé, pas que mes émotions m'ont guidé. Et aujourd'hui, c'est de ça que nous voulons parler. On vous a certainement appris peut-être comment faire bonne figure, comment serrer les dents, comment vous contenir. Mais on vous a rarement appris à recalibrer ce qui se passe à l'intérieur de votre être. Et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Contrôler les émotions, en fait, ce n'est pas bloquer les émotions, ce n'est pas empêcher les émotions. Parce qu'au contraire, ce qui fait que vous débordez, c'est parce qu'à des moments donnés, vous emmagasinez les émotions, vous refusez de vous exprimer et vous dites non, je contrôle, j'ai le contrôle, je peux encore encaisser. Mais à force d'encaisser, un jour, vous allez exploser. Donc, contrôler les émotions, ce n'est pas bloquer les émotions, c'est plutôt les transformer en une énergie utile, en une intention claire et en une posture maîtrisée. Dans cette session d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionnent réellement les émotions, comment elles naissent, comment elles montent en vous et surtout comment vous pouvez les recalibrer à chaque étape. Je voudrais, avant que vous ne commenciez, que vous reteniez cette phrase-là, et s'il y a quelqu'un qui est volontaire là, pour le mettre dans le chat, ce serait très bien et nous allons épingler ça pendant quelques secondes à 3 reprises pour que tout le monde puisse l'accepter. Donc, nous avons dépassé la barre des 10K. Je dis merci à toutes les personnes qui sont là. On continue avant d'entrer dans le fond du développement. D'accord? Retenez bien cette phrase. Les émotions sont comme des vagues. Vous ne choisissez pas si elles arrivent, mais si vous plongez, si vous soit dit, mais vous pouvez choisir soit de plonger, soit de vous y noyer, ou alors vous pouvez surfer sur les émotions. Est-ce que vous me suivez? Guettemont, bonsoir et merci pour votre abonnement. Merci, soyez les bienvenus, faites comme chez vous, profitez de ces moments, profitez de tous nos vidéos, de tous nos enseignements, de toutes nos formations, partagez, téléchargez à votre guise et n'hésitez pas à poser des questions si vous estimez que ce qu'on dit ne cadre pas avec vos convictions, avec vos croyances. Le but ici, ce n'est pas d'avoir raison. C'est pourquoi nous ne faisons pas de débat. Je ne fais jamais de débat. Ce que j'ai à faire, c'est de partager avec vous une information. Ce que j'ai à faire, c'est de montrer les recherches, les fruits de mes recherches à vous, de pouvoir choisir simplement. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions. Dans le cas contraire, laissez de côté. Vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les idées. La vie est ainsi faite. Il y a des choses dont on va vous parler aujourd'hui et c'est peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans que vous allez prendre conscience pour pouvoir avancer. Donc, ne vous fatiguez pas, d'accord? Posez des questions ou à défaut, mettez cette connaissance de côté et continuez votre évolution parce que le but de la vie, c'est de grandir. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers followers, partout, quelle que soit votre position, nous allons entrer à présent dans le vif du sujet. Est-ce que je peux commencer? Est-ce qu'il y a quelqu'un là pour me dire si vous me suivez vraiment? Est-ce que je peux commencer? Je veux 5 personnes pour m'écrire top dans les commentaires et je vais lancer les choses comme cela se doit. 5 personnes. Merci beaucoup, Naf Business. Merci, Lumière. Merci, Omo Aladia Shop. Merci beaucoup. Jocelyne H. Merci beaucoup. Vainqueur. Merci beaucoup. Lafay. Merci. Aurélie. Merci. Bébé Linda. Merci beaucoup. Ça prouve que vous êtes vraiment présent dans le live. Merci, merci, merci. Abraham. Merci beaucoup. Donc, on peut donc lancer. Le thème d'aujourd'hui, c'est donc comment contrôler vos émotions. Est-ce que vous voulez réussir dans la vie? Est-ce que tu veux réussir dans la vie, toi qui me suis? Mon frère et ma soeur, est-ce que tu veux réussir dans la vie? Si tu veux réussir dans la vie, merci beaucoup. Si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu commences par contrôler ce qui te contrôle. Ce qui contrôle la plupart des êtres humains, ce sont nos émotions. Si tu ne commences pas à contrôler ce qui te contrôle, il y a de fortes chances que tu te perdes. Tes émotions te contrôlent et tu dois commencer par les contrôler. Il y a quelqu'un présentement qui me suit, qui est fatigué. Quelqu'un présentement qui me suit, qui se sent épuisé. Il y a quelqu'un présentement qui me suit, qui se sent dépassé. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de dire? Qui présentement est dépassé? Qui présentement se sent épuisé? Qui présentement se sent vidé? Qui présentement a l'impression qu'il a déjà fait tellement d'efforts, qu'elle a fait tellement d'efforts, qu'elle s'est donnée? Est-ce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de se dire? Qui présentement a l'impression qu'il est faible,
qu'il manque de force, qu'il manque de puissance pour pouvoir avancer. Si vous êtes dans le cas, écoutez-moi très bien, ce n'est pas la vie qui vous épuise. Ce ne sont pas les personnes qui vous épuisent. Ce ne sont pas les situations qui vous épuisent. C'est la manière dont vous gérez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Merci Jocelyne Vidé. Ce qui vous vide, ce qui vous épuise, ce n'est pas les autres, ce n'est pas la situation, ce n'est pas la vie. La vie est un cadeau. La vie ne veut du mal à personne. La vie ne veut nuire à personne. La vie n'est mauvaise pour personne. La vie est identique pour tout le monde. Le temps est identique pour tout le monde. Rien ne change. Le temps n'évolue pas. C'est nous les humains qui évoluons. C'est nous les humains qui traversons le temps. C'est nous les humains qui traversons la vie. La vie est notre allié, la vie est notre ami, la vie nous aime, la vie veut nous faire du bien. Mais ce qui nous empêche de vivre, ce qui nous épuise, ce qui nous fatigue, c'est la manière dont nous gérons ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que la science a prouvé aujourd'hui que tout ce que nous attirons à nous est intimement lié à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le cœur est comme un générateur qui émet des fréquences, qui crée un champ magnétique. Et c'est ce champ magnétique-là qui fait que vous attirez à vous ce que vous méritez, ce que vous a dit, ce qu'il vous faut, ce qui cadre avec vous. Et lorsque votre champ magnétique est corrompu, lorsque votre champ magnétique est rempli de haine, de rancœur, d'amertume, de frustration, de peur, de tristesse, de jalousie, de colère, vous allez attirer à vous des choses similaires qui viendront davantage renforcer ces émotions-là en vous. Vos émotions sont votre monnaie d'échange. La véritable monnaie d'échange, c'est votre émotion. Si vous savez la force, la puissance des émotions, je peux vous garantir que même si on vous offensait, vous allez chercher rapidement un miroir et vous allez commencer par rire. Vous n'allez pas laisser l'émotion prendre le dessus. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous laissez cette émotion perdurer en vous, cette émotion peut vous détruire, cette émotion peut vous fatiguer, cette émotion peut vous vieillir. Il y a des personnes qui vieillissent juste parce qu'elles sont mariées. Il y a des personnes qui vieillissent juste parce qu'elles commencent pas à travailler. Elles sont sous le poids énorme de difficultés, de poids énorme de charges. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a un ensemble d'émotions qui s'élèvent, qui vous épuisent et qui vous fatiguent, les amis. Je peux vous garantir, si vous suivez attentivement le live d'aujourd'hui, vous allez véritablement changer beaucoup de choses dans votre vie. Je n'ai pas des millions, je n'ai pas des milliards, mais j'en aurai un jour, ça c'est sûr. Mais s'il y a une chose qui a changé ma vie et que j'ai compris, c'est que mes émotions sont, l'élément le plus important de ma vie. C'est pourquoi je ne permets à personne d'entrer n'importe comment dans ma vie et de bouleverser mes émotions. Je choisis les personnes en fonction des émotions que je dois ressentir. Lorsque je suis en présence d'une personne, quelle émotion je ressens? Je palpe ça. Lorsque vous savez contrôler vos émotions, vous n'allez pas faire des erreurs. Lorsque vous savez contrôler vos émotions, vous n'allez pas faire de mauvais choix dans la vie. Donc, je reviens à ce que je disais, ce n'est pas la vie qui vous épuise, ce n'est pas l'homme qui vous épuise, ce n'est pas la femme qui vous épuise, ce n'est pas votre travail qui vous épuise, c'est la manière dont vous gérez ce qui se passe présentement à l'intérieur de vous qui est en train de vous épuiser. Si vous maîtrisez votre moteur interne, alors vous pourrez contrôler la trajectoire. Vous pouvez contrôler la trajectoire. Combien de fois avez-vous pris une mauvaise décision juste parce que vous étiez en colère, triste ou stressé? Qui peut me répondre à cette question? Qui peut me dire, parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes qui ont pris une mauvaise décision juste parce qu'elles étaient en colère, parce qu'elles étaient très tristes ou bien parce qu'elles étaient stressées? Plusieurs fois, l'a fait. Victoire, Dieu, ok, super. Aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs fois même lumière. Voilà. Les émotions négatives détruisent, nous empêchent de saisir des opportunités. Alors, je voudrais maintenant commencer dans un premier point. Je vais parler de pourquoi est-ce qu'il est vital de contrôler vos émotions. J'ai déjà commencé en vous expliquant que l'univers vous donne les choses en fonction des émotions que vous ressentez. Kaios, Yves, comment ça va? Du côté de la France, tout le monde va bien? Et le moral? L'univers vous gratifie en fonction des émotions que vous ressentez. L'univers n'est pas mauvais avec X ou Y. Est-ce que vous avez remarqué que les personnes en griffe qui semblent être méchantes, souvent elles attirent de bonnes choses, des opportunités, on a l'impression qu'elles attirent de bonnes choses? Pourquoi, à votre avis? Parce qu'elles sont foncièrement contentes dans leurs erreurs. Vous allez voir par exemple quelqu'un qui est un voleur, un voyou. Il est toujours content, il est toujours en train peut-être, je ne sais pas, de boire, de faire ce qu'il a envie de faire. Il vit la vie chaque jour au quotidien. En fait, il se fout du lendemain.
S'il est quelqu'un et il n'a pas encore tué quelqu'un, il n'a pas fait quelque chose de mauvais foncièrement, il peut vivre ainsi toute sa vie, être dans la bénédiction, être dans l'opulence. Pourquoi? Parce qu'il a appris à vivre heureux. Il n'est attaché à rien. Il n'est accroché à rien. Mais les personnes qui sont sérieuses, qui sont toujours là en train de se plaindre, en train de se fatiguer, s'échiner, pleurer, ces personnes-là n'avancent pas. Donc, la raison pour laquelle il est vital pour vous de contrôler vos émotions, c'est que vous devez faire attention de laisser vos émotions contrôler votre vie. Si vous ne choisissez pas vos émotions, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Ça peut être votre boss, donc votre chef au boulot. Ça peut être votre S. Ça peut être les informations à la télé. Ça peut même être la météo. Parce que votre chef peut décider de quelle émotion vous aurez, quelle émotion vous allez ressentir dans les heures qui vont suivre. Parce qu'il peut créer n'importe quoi. Il va attendre, c'est lorsqu'il est 18h, moins 5, qu'il va vous confier un travail que vous-même, vous savez que pertinemment, c'est parti pour 1h30, c'est parti pour 2h. Et là, vous allez piquer une crise de colère. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su choisir vos émotions, quelqu'un d'autre va choisir pour vous. Les émotions, lorsqu'elles sont maîtrisées, elles peuvent être hackées. On peut hacker une émotion. On sait tous que la chose, elle est mauvaise. Mais vous pouvez hacker l'émotion. Vous pouvez contrôler. Vous pouvez transformer cette émotion-là en énergie positive. C'est pourquoi je dis, transformer les émotions ou bien gérer, contrôler son émotion ne veut pas dire bloquer les émotions. Non, on ne bloque pas les émotions. Le mot émotion, j'avais déjà expliqué, c'est un mot qui vient de l'anglais. Parfois, on peut dire emotion, qui veut dire petit mouvement, ou encore in motion, en mouvement. L'émotion est faite pour être en mouvement, pas le bloquer. Tu es fâché, tu dois l'exprimer. Tu es en colère, tu dois l'exprimer. D'accord? Tu es triste, tu dois l'exprimer. Tu es frustré, tu dois l'exprimer. Mais tu n'es pas obligé d'exprimer de la mauvaise manière. Parce que il y a de bonnes manières par lesquelles on peut exprimer une émotion. Et ces bonnes manières vont vous apporter plus de bénéfices. Mais comme on ne l'enseigne pas à l'école, comme personne ne vous l'enseigne, la plupart d'entre nous, nous ne savons pas. Et du coup, nous exprimons par défaut les émotions de la mauvaise manière. Le côté anémique est activé en nous. Et la raison est toute simple, hein? C'est parce que cela fait partie du péché héréditaire. L'humanité a tellement emmagasiné le stress, la colère, la peur, la haine, la jalousie, le mépris, la frustration, et c'est enregistré dans les cellules et dans les gènes de chaque être humain. Peu de personnes connaissent la joie. Peu de personnes ont la joie authentique, pure, l'amour inconditionnel dans leurs gènes et qui peuvent le transmettre à leur génération. Voilà pourquoi nous ne sommes tous penchés du mauvais côté. C'est une question génétique. Ça nous a été transmis depuis des siècles, depuis des années. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ce que je dis, ça parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un commence par voir clair dans ce que je suis en train de dire? Merci beaucoup, Jay. Merci. Les émotions, merci beaucoup, Clémence Lanquade, merci beaucoup. Jocelyne, merci également pour le retour, merci. Amat Kiss, merci beaucoup pour les cœurs. Manuela, merci beaucoup. Nadine Sagbo, merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes en train de tapoter. Merci pour la force. Merci Grâce Teco pour le retour et merci pour la présence. Donc, je voudrais que vous compreniez que les émotions sont des énergies. Annie, merci beaucoup, bonsoir. Les émotions sont des énergies. Soit vous les laissez exploser, soit vous allez les canaliser. Mais on ne peut pas les interrompre. Contrôler ces émotions, ce n'est donc pas les bloquer, mais c'est plutôt les transformer en carburant. Donc ça, vous devez comprendre ça. La raison pour laquelle vous devez contrôler vos émotions, c'est que non seulement vos émotions déterminent ce que vous attirez dans votre vie, mais également, il y a des manières positives par lesquelles on peut contrôler ou bien exprimer ces émotions. Le point suivant, je vais vous montrer l'origine et le processus des émotions pour que vous compreniez ce que c'est qu'une émotion. Quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est qu'une émotion, généralement, on va vous dire c'est ce que l'on ressent. C'est un ressenti. D'autres vont dire c'est un sentiment. Mais l'émotion est plus qu'un sentiment. Moi, j'aime expliquer l'émotion de façon terre à terre en montrant un peu le processus de l'émotion. Alors, comment est-ce que les émotions se forment, naissent et montent en vous? Ce que vous devez savoir, c'est que dans une première étape, il y a ce qu'on appelle
il y a ce qu'on appelle l'installation de l'émotion. Donc, pour comprendre, pour contrôler les émotions, vous devez déjà comprendre d'où viennent ces émotions. Ce n'est pas des choses qui tombent du ciel. Elles se fabriquent en vous. En vous, il y a une machine qui fabrique les émotions. Et cette machine suit 4 différents niveaux, passe le relais au fur et à mesure. Le premier niveau, c'est que nous avons la pensée. Vous vivez une situation, instantanément, vous allez émettre une pensée automatique. C'est ça que j'appelle souvent les références, l'expérience que vous aviez faite. Donc, c'est une situation qui se présente et cette situation va émettre rapidement une pensée. Simplement, une suggestion. Ça peut être votre ego qui vous suggère une pensée. Ça peut être votre mental qui vous suggère une pensée. Ça peut être votre enfant intérieur qui vous suggère une pensée. Comme ça peut être, par exemple, la mémoire du corps qui vous suggère une pensée ou encore votre intuition. Je fais un petit rappel. Dans votre tête, il y a 5 voix qui parlent. L'intuition, le mental, l'ego, l'enfant intérieur et la mémoire du corps. Ces 5 voix-là peuvent vous parler simultanément. Et c'est à vous de savoir comment les identifier. Pour les personnes qui n'ont pas suivi ce live-là, je vais vous renvoyer au live que j'avais fait et j'ai parlé de comment reconnaître la voix de l'intuition. La bonne nouvelle est que ce live-là, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. D'accord? Voilà. Donc, je continue le développement. Donc, vous vivez une pensée, vous vivez, une situation sur le coup et cette situation va émettre une pensée automatiquement, sans que vous ne fassiez aucun effort. Il va émettre une pensée. Ça, c'est la première, c'est la naissance d'abord des émotions, ou du moins c'est la base. Ce n'est pas encore la naissance, c'est en quelque sorte la fondation, ça vient. Maintenant, qu'est-ce qui va créer l'émotion? Le deuxième niveau, ça va être l'interprétation. Vous commencez par transformer cette pensée maintenant en une croyance. Vous commencez par décortiquer les faits pour dire, ah non, voilà. Je donne un exemple. Par exemple, vous avez envoyé un message plusieurs fois à quelqu'un, mais vous avez essayé d'appeler quelqu'un plusieurs fois, la personne ne répond pas. Ça, c'est la situation, c'est un fait. Mais subitement, votre mental ou votre ego peut vous dire, il te manque du respect, il ne te respecte pas. Vous comprenez? Ça, c'est la pensée qui vous a émis une idée. Maintenant, vous allez commencer par interpréter. Vous allez transformer maintenant cette pensée-là en croyance. Ah non, voilà, on ne me respecte jamais. Donc, s'il a fait ça, il va dire maintenant qu'il n'a pas vu mon appel. Il va dire qu'il est en réunion. Il va dire qu'il est où depuis. Ça fait 2 heures, je l'appelle, il ne réagit pas. Vous commencez par interpréter. Et c'est l'interprétation qui va commencer par donner naissance à votre émotion. C'est pourquoi chez moi, la meilleure définition de émotion, c'est égal signification ou encore interprétation. L'émotion, c'est la signification ou l'interprétation que vous accordez à une situation ou à une expérience vécue. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'émotion, c'est la signification ou l'interprétation que vous donnez à une situation ou à une expérience vécue. Donc, vous vivez une expérience, l'expérience vous émet une pensée et vous maintenant, vous allez commencer par interpréter la pensée. Et cette pensée-là, maintenant, va faire naître une émotion. Mais ce n'est pas fini. Lorsque l'interprétation fait naître un système de croyance qui va commencer par faire naître une émotion, vous allez voir que le langage va accompagner. L'émotion va commencer par s'exprimer dans le langage. Vous allez commencer par le dire, soit à vous-même et aux autres. Par exemple, j'en ai marre qu'on ne me respecte pas. J'en ai marre qu'on ne m'écoute pas. J'en ai marre qu'on me relaye au second rang. J'en ai marre que personne ne voie mes efforts. Ça veut dire que l'émotion a commencé par se manifester, par devenir visible. Les 2 premières phases, c'est la phase invisible de l'émotion. Mais les 2 dernières phases sont la phase visible de votre émotion. Donc, il y a le langage maintenant aussi qui va s'associer. Et quand le langage commence maintenant par s'associer, cette émotion va devenir maintenant visible davantage dans votre posture, dans votre manière de faire, dans votre comportement, dans votre attitude. Donc là, maintenant, on voit que le visage est fermé parce que tel est en colère. On voit le regard violent, le regard revolver, mitrailleur de la personne parce qu'on sent que oui, cette personne maintenant là est effectivement en colère. Donc, votre corps maintenant va se mettre en position. Elle va devenir braquée. Ou bien, vous avez l'épaule rentrée, ou bien l'épaule affaissée. Vous avez le regard fuyant ou crispé. Vous avez une respiration courte. Quand on est en colère, courte et très, très rythmée. Ça va vite parce que le cœur bat vite. Ça veut dire que, à ce moment précis, l'émotion est devenue totalement, s'est enracinée totalement en vous. Et il n'y a plus moyen
ou bien il y a plus une autre manière de contrôler cette émotion-là? Est-ce que jusque-là, vous m'avez suivi attentivement, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'avez suivi attentivement? Parce que si nous voulons contrôler les émotions, nous devons savoir le mécanisme. Et c'est quand on comprend le mécanisme qu'on peut maintenant contrôler les émotions. Et si vous comprenez le mécanisme, vous pouvez contrôler toutes les émotions. Merci beaucoup, Vainqueur. Merci, Grâce, pour le retour. Très bien. Maintenant que vous connaissez l'origine et le processus des émotions, nous allons maintenant commencer par voir comment est-ce qu'on peut faire. Les émotions ne viennent pas, mais il est important, avant que j'ai voulu de vous faire comprendre que les émotions ne viennent pas pour vous punir. Les émotions viennent pour vous avertir. Comme je l'avais dit à l'entame, les émotions sont des messagères. Elles viennent pour vous donner une information. Lorsque l'émotion vient pour vous avertir, c'est à vous de décider. Est-ce que vous allez activer le mode victime ou le mode maître de votre état? Lorsque l'émotion vient et commence maintenant par se faire entendre en vous, cette émotion va vous apporter un message. Vous avez à partir de ce moment le choix. Est-ce que vous allez entrer en mode victime ou en mode maître de votre état? Et selon les 4 niveaux dont j'ai parlé, on peut piéger à tous les niveaux. Donc quelqu'un peut vivre une situation et se dire, parce que la pensée a été émise, la personne n'arrive pas à faire le distinguo entre le mental, l'ego, l'enfant intérieur, l'insula, qui est la mémoire du corps ou l'intuition. Et la personne va se dire, ah non, je prends cette voie-là comme étant acquis. Et parce que je prends cette voie-là comme étant acquis, je vais commencer par réagir sur la base de cette voie. Quelqu'un d'autre peut élaborer un système de croyance qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, le deuxième niveau, l'interprétation, qui est totalement erronée. D'accord? Et le troisième niveau, le langage, on peut commencer par dire des choses qu'on ne pense même pas véritablement, bien qui ne sont pas vraies. Et bien sûr, la posture, c'est qu'on prend une posture carrément destructrice. Maintenant, il y a 3 erreurs classiques que les gens commettent quand il s'agit, quand ils sont en face de l'émotion. Et il est important que je revienne sur ces 3 erreurs-là avant de vous montrer comment sortir, comment contrôler ces émotions. La première erreur, c'est que beaucoup de personnes se laissent envahir par l'émotion. Parce que comme on dit, ah, l'émotion, c'est un truc qui est en mouvement, voilà, il faut le laisser en mouvement. Non, on ne se laisse pas envahir par une émotion. Vous n'allez pas entrer dans un mode éponge émotionnelle tel que les spécialistes le disent. Vous devenez une éponge émotionnelle, donc vous absorbez les émotions. Si vous faites ça, à la longue, vous serez une personne hypocrite, une personne sournoise, une personne remplie, en fait, de mauvaises ondes et de mauvaises vibrations. Mana, comment ça va? Ça fait plaisir de te lire. Merci beaucoup pour la force. Deuxième chose, il y a des personnes qui vont vouloir se contrôler. Donc, ils vont refouler les émotions pour dire non, j'ai le contrôle, je maîtrise, je canalise tout. Ces personnes deviennent plus tard des bombes à retardement. Voilà pourquoi quand vous avez quelqu'un qui ne se fâche jamais, qui rit tout le temps, ayez peur de cette personne-là. Parce que cette personne est en train d'emmagasiner les émotions. Le jour où ça va péricliter, je peux vous garantir que vous allez regretter. Merci beaucoup, Mana. Merci beaucoup. Blossom, bonsoir, comment ça va? Je peux vous garantir que vous allez regretter. Si jamais vous laissez passer, vous êtes le genre de personne à cautionner le refoulement des émotions. Et vous pensez que non, lui, de toute façon, il ne se fâche jamais. Le jour où la personne va se fâcher, vous allez le méconnaître. Vous allez la méconnaître. Il faut éviter ça. Il y a une troisième catégorie de personnes. Je vais très bien, Blossom. Il y a une troisième catégorie de personnes qui vont confondre émotion et identité. Et ça, c'est le plus dangereux même encore. Vous allez voir, on va dire, je suis stressé, je suis en colère. Ma chère, tu n'es pas en colère, tu as de la colère. Vous n'êtes pas la colère, vous ressentez de la colère. Ne confondez pas émotion et identité. C'est 2 choses différentes. Lorsque vous commencez par vous identifier à votre émotion, ça veut dire que vous êtes déjà totalement lié. C'est un peu comme quand on parle du péché et de l'iniquité. Le péché, c'est one shot. L'iniquité, c'est le péché dans lequel on est resté pendant longtemps. Ça veut dire que votre état devient, ça veut dire que votre péché, votre blocage devient un état permanent. Et là, c'est grave. Ça veut dire que c'est la chute assurée. Voilà. Même si on vous prend pour méchante, c'est très bien.
Maintenant, comment est-ce qu'il faut mieux faire les choses pour pouvoir avancer? Puisque le but ici, c'est d'atteindre l'équilibre. Donc, je vais vous parler rapidement de la méthode de recalibrage. En recalibrage, pour contrôler les émotions, il faut deux choses principales. Mais la première étape, deux choses, mais en 4 étapes. La première étape, c'est que vous devez d'abord observer l'émotion sans juger, sans vous juger, sans interpréter. Rappelez-vous, c'est l'interprétation qui crée l'émotion. Donc, appréciez simplement la situation. Récoltez simplement les faits. N'interprétez pas. N'essayez pas d'expliquer. Juste les faits. Par exemple, je lui ai envoyé un message et il n'a pas répondu. Cela fait 30 minutes, 1 heure, 2 heures, mais je suis en train de le voir en ligne. Ça, c'est le fait. Je l'ai vu en ligne, mais il ne répond pas à mes messages, il ne décroche pas mon téléphone. C'est un fait. Point barre. Est-ce qu'il est en ligne là? Parce que je vois il est en ligne, il est derrière, il ne veut pas me répondre. Je ne sais pas. Ça, c'est une interprétation. D'accord? Est-ce qu'il me vide? Est-ce qu'il ne me respecte pas? Ça, c'est une interprétation. Moi, je n'ai pas interprété. J'observe simplement sans réagir. Maintenant, comment est-ce que je me ressens? Je me sens mal. Mais est-ce que je suis obligé de réagir forcément? Est-ce qu'il ne pouvait pas avoir plusieurs autres significations, plusieurs autres explications qui fait que cette personne peut avoir cette réaction, surtout si la personne n'était pas habituée à avoir cette relation? Deuxième chose, vous allez maintenant voir l'interprétation. Rappelez-vous, je vous ai dit deux choses. La fait, vous vivez exactement cette situation. Très bien. Maintenant que vous avez fait, vous avez observé sans juger, vous allez maintenant voir les différentes explications possibles qu'on peut avoir dans cette situation-là. D'abord, donc vous allez voir, il y a une interprétation plausible, facile, qui s'offre à vous. Ça, c'est bon. Maintenant, essayez d'imaginer les autres cas de figure, les autres possibilités que vous pouvez avoir par rapport à cette situation. Et restez calme par rapport à ça. Commencez par analyser. Par exemple, si la personne avait perdu son téléphone, par exemple, quelqu'un d'autre peut bel et bien avoir son téléphone en main et moi, j'ai comme l'impression que cette personne est en ligne. Si, par exemple, la personne avait, par exemple, peut-être son WhatsApp ouvert sur son ordinateur, ça met que la personne est en ligne, mais la personne n'est pas forcément devant son ordinateur. D'accord? Comme la personne peut avoir son WhatsApp en ligne et peut-être est en train d'avoir une séance de travail direct avec quelqu'un où il est en train de suivre. Il ne peut pas sortir de cette discussion-là pour aller vous discuter avec vous parce qu'il est en train de suivre quelque chose. Comme par exemple, moi, il m'arrive d'avoir des séances de formation directement avec mes clients sur WhatsApp. On fait un partage d'écran, tout ce qu'il faut. La personne est là, mais la personne ne peut pas aller lire d'autres messages. Il voit, mais la personne est occupée parce que on lit les choses, les documents, c'est ligne par ligne. On fait des exercices ligne par ligne. Voilà autant de possibilités. Donc, s'il y a plusieurs possibilités, je dois pouvoir imaginer les différentes possibilités au lieu de me mettre dans un état qui, à un moment donné, va simplement me faire du mal. Mais la troisième chose après l'interprétation, c'est de maintenant voir comment vous-même, qu'est-ce que vous ressentez? C'est de mettre un nom sur l'émotion maintenant que vous ressentez. Le nom que vous allez mettre sur l'émotion que vous ressentez va déterminer ou bien va expliquer ce que vous êtes censé faire pour la suite, pour ne pas tomber dans cette émotion-là. Est-ce que vous me comprenez? Et bien évidemment, je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure des émotions, de ce que ça veut dire. Mais si vous voulez contrôler vos émotions, les deux choses que vous devez maîtriser, c'est votre langage et votre posture. Donc, selon la méthode recalibrage, où est mon manuel rapidement que je vais ouvrir pour pouvoir avancer. Ça, c'est l'avantage d'avoir déjà une méthode toute tracée. On ne se fatigue pas. Selon la méthode recalibrage, il y a deux façons de contrôler les émotions. Soit le langage, soit la posture. Alors, la première des choses que vous devez savoir au niveau du langage, notez bien, c'est que vous devez revoir l'interprétation. Comment? Il faut trouver des significations positives à la situation que vous êtes en train de vivre, au lieu de prendre uniquement que les situations négatives. C'est-à-dire, au lieu de croire que la personne a fait ça volontairement pour me faire du mal, je trouve des raisons qui peuvent expliquer le comportement de la personne. Le temps que je discute avec la personne pour avoir la confirmation de son comportement, de son attitude. Là maintenant,
je pourrais me prononcer sur la base de faits concrets et non sur la base de mes interprétations. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Je veux m'assurer que vous me comprenez avant de continuer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-le moi. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un me comprend à ce stade-là? Quand je parle de contrôler le langage. Ok, très bien, ça suit. Merci beaucoup. Ok, super. Donc, première des choses, donc pour contrôler, je vais simplement m'en tenir au fait et essayer de trouver des significations positives. Les significations positives que j'essaie de trouver vont apaiser les émotions, l'énergie, la fréquence que je vais dégager. Donc, à partir de ce moment, je serai simplement calme. C'est-à-dire, je maîtrise encore ma situation. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, lorsque vous êtes quelqu'un, vous savez maîtriser vos émotions, vous allez dégager naturellement du charisme. D'accord? Donc, première des choses. Deuxième chose, la meilleure façon de commencer par identifier, par contrôler vos émotions, c'est que vous allez identifier vos incantations. C'est quoi une incantation? Une incantation, c'est une parole que vous avez pris l'habitude de répéter. D'accord? Par exemple, de toutes les façons, on ne me respecte jamais. De toutes les façons, je n'ai pas souvent la chance. De toutes les façons, rien ne marche pour moi. De toutes les façons, la vie est un cadeau. Pardon. La vie est un combat. Je dois me battre pour pouvoir vivre. La vie, c'est une jungle. La vie, c'est la loi du plus fort. Si vous avez des paroles que vous dites souvent et qui, en fait, vous ne pouvez pas passer une journée sans prononcer ces paroles-là, vous devez rapidement les repérer. Parce que ces paroles-là vont en quelque sorte justifier l'émotion que vous allez ressentir. Ça va renforcer l'émotion que vous êtes en train de ressentir. Donc, vous devez identifier rapidement ces paroles négatives-là, que ce soit le dialogue intérieur qui se passe en vous, ou alors la parole qui sort de vous, vous allez également transformer cette parole-là en quelque chose de positif. Par exemple, lorsque vous êtes quelqu'un, vous pensez que la vie, c'est, merci beaucoup Odilon, effectivement, la vie est un cadeau, est l'une des meilleures incantations. Jusque-là, je n'ai encore jamais été déçu lorsque je suis en face d'une difficulté. Quand je me répète ça encore et encore, encore et encore, quand je répète ça une dizaine de fois, une vingtaine de fois, je commence par être apaisé et tôt ou tard, la situation finit par être décantée. Et je le dis, je le répète, la vie est un cadeau, la vie n'est pas un combat. La vie est un combat pour quelqu'un qui veut passer toute sa vie à combattre. La vie n'est pas un mystère. La vie est un mystère pour quelqu'un qui veut vivre toute sa vie dans l'ignorance. La vie n'est pas un jeu. La vie est un jeu pour une personne qui veut passer toute sa vie à s'amuser, à vivre une vie superficielle, sans aucune profondeur. Mais quand vous voyez que la vie est un cadeau, vous allez recevoir des cadeaux de la vie. Des personnes en cadeau, des opportunités en cadeau, des ouvertures en cadeau, des marchés en cadeau, des enfants en cadeau, une femme, un mari en cadeau. Vous allez avoir tout ça. Vous aurez des idées en cadeau, des ouvertures en cadeau. Tout ce que Dieu a fait, c'est un cadeau pour nous. Même les 10 commandements, c'est un cadeau. Dieu n'a jamais voulu punir quelqu'un. Même le diable, c'est un cadeau. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Le diable, c'est le cadeau qu'on nous a donné. Bon, déjà que moi, je dis systématiquement, je ne pense pas et je ne conseille pas aux gens de rester figés à l'idée du diable. Mais le diable tel qu'on le voit, qui est le tentateur, le menteur, le manipulateur dont on parle, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que grâce à lui, vous devenez plus vigilant. Grâce à lui, vous savez comment marcher dans la droiture. Grâce à lui, vous avez de l'intégrité. Grâce à lui, vous restez éveillé parce que quand tout va bien, quand tout commence par marcher, quand il y a l'argent, la voiture, l'amour, etc., on oublie Dieu. Disons-nous la vérité. Quand les moments où vous avez vraiment l'argent, c'est le moment où vous voulez vous faire plaisir, vous oubliez la prière et tout le reste. Quand ça marche, est-ce que vous allez... Combien de riches, en fait, vont à l'église? Combien de personnes équilibrées vont à l'église? Quand tout va bien, on ne se rappelle pas de Dieu. Mais quand la vie, parfois, vous apporte quelques situations difficiles, elle vous réveille pour dire ne dors pas spirituellement, ne pense pas que c'est acquis. Le diable est un cadeau à l'humanité et vous ne savez pas. Donc, je continue. Identifiez vos incantations et transformez ces incantations-là en une puissance pour vous-même, que ça devienne des incantations puissantes. L'autre chose, l'autre manière de contrôler le langage qui va vous permettre de contrôler vos émotions, c'est de
c'est d'explorer ou de remettre en cause les questions que vous vous posez. La question que vous vous posez va déterminer les émotions que vous allez générer, que vous allez ressentir, que vous allez vibrer. Quand vous êtes le genre de personne à vous poser la question, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? C'est clair que l'émotion qui va sortir de là, c'est une émotion négative. Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que ça arrive? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait à la vie pour mériter ça? Quand vous êtes le genre de personne à vous poser ce genre de questions, il n'y a que des émotions négatives que vous allez ressentir. Pourquoi? Parce que c'est une question qui vous place dans une position de victime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend là? Quelle question tu te poses? La question que tu te poses va déterminer les émotions que tu vas ressentir. Ah, je me demande à quoi sert ma vie? Je ne sais même pas pourquoi je suis sur la terre. À quoi sert ma vie? Si tu te poses la question, à quoi sert ta vie? Ça veut dire que dans les instants qui vont suivre, tu vas ressentir cette émotion en quelque sorte, de vide, de rejet. Quelle question tu te poses? Merci beaucoup, Tubo Commerce. Merci beaucoup, Nathalie. Quelles questions? Les questions que tu te poses dans ta vie vont déterminer les émotions que tu vas ressentir. Pourquoi je suis né dans une famille pauvre? Tu vas rester pauvre toute ta vie et tu seras toujours grincheux, frustré à cause de la situation. Pourquoi je suis africain? Pourquoi je suis béninois? Pourquoi je suis né même dans ce pays? Mon frère, tu vas souffrir gratuitement. Mais lorsque vous arrivez à transformer cette question en une question puissante, en disant par exemple, comment est-ce que je peux utiliser le fait que je sois béninois pour réussir ma vie? Comment est-ce que être africain peut être un atout? Quand vous vous dites, à quoi sert ma vie? En retour, il faut dire par exemple, si je suis vivant, c'est qu'il y a forcément une raison. En quoi est-ce que je peux être utile? Eux, je dis, à quoi sert ma vie? En quoi est-ce que je peux être utile? En quoi est-ce que je peux impacter? En quoi est-ce que je peux faire les choses autrement? Ah, pourquoi est-ce que moi je suis né dans une famille pauvre? Comment faire pour être celui qui va changer le nom de cette famille, l'adjectif qualificatif de cette famille? C'est ça les questions que tu dois te poser. Ah Seigneur, à quand ma victoire? À quand ma victoire? Et c'est devenu un chant qu'on chante même en se disant qu'on est croyant. Tu chantes en demandant à Dieu à quand ta victoire, tu n'es pas croyant, mon ami. Tu n'es pas du tout croyant. À quand ma victoire? Non. Ça, quand vous vous posez cette question-là, ça veut dire que vous allez tout le temps avoir le sentiment que vous êtes épuisé parce que vous êtes toujours en mode combat. Mais quand tu dis, comment est-ce que je peux faire de ces combats, de ces adversités, ma force? Seigneur, montre-moi comment est-ce que je fais de ces adversités ma force. Toute ma vie est adversité, ok. Mais comment je fais de ces adversités ma force? Ça change tout. Ça change tout, les amis. Tout. Théorité. Les questions que vous vous posez vont déterminer les émotions que vous allez ressentir. Donc, à un moment donné, quand vous évoluez, remettez en cause les questions que vous vous posez. Quand vous commencez par sentir des émotions négatives, posez-vous la question, quelle question suis-je en train de me poser en ce moment? Et recadrez-vous, vous allez voir. Recadrez-vous, vous allez voir. La question que vous vous posez va déterminer les émotions que vous ressentez. Et l'émotion que vous ressentez va attirer à vous son semblable. C'est comme ça qu'on peut contrôler son langage. Parce que le langage, c'est à la fois ce qu'on se dit intérieurement et c'est à la fois ce qu'on dit extérieurement à soi et aux autres. Donc, pour contrôler vos émotions, vous devez apprendre à contrôler vos langages, à contrôler vos interprétations, à contrôler vos incantations. Donc, les paroles récurrentes qui sortent de vous, c'est à vous de les observer. Je me rappelle au début, quand j'ai voulu faire ce travail-là, je mettais mon téléphone et j'activais tout le temps l'enregistreur pour voir quels mots j'utilise régulièrement, quelle expression j'utilise régulièrement.
après une journée, bien quand je me pose quelque part, je rejoue pour voir. Ah, quand quelqu'un m'a salué, j'ai dit quoi? Ah, bonjour, comment ça va? Ah, comment ça va? Ah, mon frère, est-ce que ça va? Le pays là, quand même, tu sais, non? C'est tout ce qu'on se disait. Et quand j'ai compris que j'étais quelqu'un, j'ai dit, ah, mon frère, qu'est-ce qui va? Oh, j'ai dit, ah non, j'arrête ça. Quand tu me poses la question, comment ça va? Tu as dit, comment ça va? Ça dit, comment ça fonctionne? Comment est-ce que je suis en train d'aller? Je dis, je vais très bien, je vais comme l'eau, qui trouve toujours son chemin. Quelle que soit la situation, moi, je vais trouver mon chemin. Je vais comme l'eau, qui est toujours utile et indispensable. Je serai toujours utile partout où je vais. Comment vas-tu? Réponds en fonction de la situation. Présentement, je vais comme un crabe, parce que je suis prudent. Je vais sur un côté. Non, je vais comme le chat. Jette-moi n'importe comment, je vais retomber sur mes pieds. Là où je suis présentement, là, je suis en forme. Il faut que vous appreniez un peu le sens des mots, des paroles qui sortent de votre bouche, parce que chaque parole est une prière. La prière, ce n'est pas le fait que vous vous agenouillez. La prière, c'est la parole que vous sortez de votre bouche qui constitue votre prière et votre force. Chaque fois que vous parlez, vous priez. À chaque blague, vous priez. À chaque soupir, vous priez. Est-ce que tu es conscient que ta parole est ta puissance et ta force? Est-ce que tu es conscient que ta parole forme ta réalité autour de toi et que ta parole va déterminer les émotions que tu vas ressentir? Est-ce que tu es consciente que chaque question que tu poses dans la vie va ouvrir un champ magnétique autour de toi en termes d'émotions et que ce champ magnétique va attirer exactement ce qui lui est semblable? Il n'y a aucune injustice dans la vie. Aucune injustice. Aucune injustice. Montrez-moi une seule personne qui va dire, je suis en train de subir une injustice. Si je discute avec la personne au bout de 30 minutes, je vais vous montrer par A plus B que sa vie n'a aucune injustice. C'est purement nous-mêmes qui l'attirons. Aucune injustice. Tout est dans un plan déterminé. Et vous avez la possibilité, malgré les difficultés, de garder la tête haute, de dire, il n'est pas question que je m'abandonne. Il n'est pas question que je suive. C'est pourquoi j'aime bien cette phrase. C'est en anglais que c'est bien dit. On dit, quand les choses ne vont pas bien, ne les suis pas, change de chemin. Ne les suis pas, change de chemin. Toi, va bien. Toi, va bien. Ne va pas dans la même direction que quelque chose qui ne va pas. Toi, va bien. Choisis ton chemin. L'autre chose, pour arriver à contrôler vos émotions, apprenez à mettre la main sur ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Nous avons cette facilité, cette habitude à dire aisément ce que nous ne voulons pas. Pourquoi moi? En fait, quand vous posez la question pourquoi moi, ou bien quand vous dites par exemple la vie est un combat, vous êtes en train de dire en fait ce que je veux, c'est beaucoup plus de paix, je vais arrêter de me battre. Mais pourquoi vous répétez que la vie est un combat? Pourquoi vous répétez que la vie n'est facile pour personne? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Vous voulez que la vie soit dure pour vous? Oui, Faz, merci beaucoup. Bienvenue dans la famille. Bienvenue. Oui, c'est vrai. L'homme le plus fort est celui qui maîtrise sa colère. C'est vrai. Il faut savoir faire attention. Et c'est là où je vais vous parler, par exemple, des 10 émotions courantes et leur sens, leur signification, pour que vous puissiez voir comment est-ce que vous allez interpréter. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ressentent souvent de la colère? Je vais commencer par la colère. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ressentent souvent de la colère? Je vous en prie, Kaios. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ressentent souvent de la colère? Très bien. La fée, très bien. OK. Si vous êtes quelqu'un, vous ressentez souvent de la colère, ça veut dire qu'au fond, vous avez un besoin. Ça, je vais en parler le vendredi. Je vais parler des besoins le vendredi. Les besoins sont quelque part à la base de nos actions. Les besoins sont quelque part la motivation qui nous pousse à agir. D'accord? Donc, je vois que beaucoup de personnes ont la colère comme étant une émotion négative. La colère qui est une émotion très destructrice. Lorsque vous avez de la colère, le message que la colère vient vous apporter, c'est que la colère est en train de te dire, ah, la fée, ah, Auguste, tu as besoin de respect ou de justice. Momo, Jay, Blossom, Soul Power. Lorsque vous êtes quelqu'un, vous avez beaucoup de colère, turbo commerce, ça veut dire que ton corps est en train de te dire, tu as besoin de respect ou de justice.
Pourquoi? Parce que derrière chaque colère, il y a un besoin d'être entendu ou d'être respecté. Est-ce que ce que je dis là est faux? Regardez, toutes les fois où vous avez été en colère, toutes les fois où vous avez été en colère, au fond, vous avez quelque part besoin d'être entendu ou bien d'être respecté. C'est un besoin. Et votre corps est en train de te dire, écoute ce besoin. Écoute, tu as ce besoin-là. Comprends que tu as besoin d'être respecté, que tu as besoin d'une justice. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois traduire maintenant cette émotion-là, tu dois la traduire en une intention. Et quelle est cette intention? La première, c'est simplement le repos. Ça veut dire que là où tu es, il faut que tu te soustrais. La meilleure façon d'avoir du respect parfois, c'est de quitter l'endroit. Tu es dans une relation, tu te mets en colère, tout le temps. Je pense que la vie est en train de te dire, retire-toi d'abord. Prends du temps pour toi-même, va te reposer. Le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est que toi, tu as commencé par te perdre et ton corps est en train de t'envoyer des signaux pour te dire, tu as besoin de respect et de justice. Retire-toi un instant, fais-toi respecter. Quand tu es à une table où on te manque du respect, lève-toi de la table. C'est aussi simple, les amis. Mais que c'est quand nous ne comprenons pas que nous mettons dans des conflits inutiles. Mais ça peut également dire une communication beaucoup plus ouverte. Une communication où vous devez mettre des limites, des bases, des normes. Parce que lorsque quelque part on te manque du respect, c'est que quelque part tu n'as pas défini des limites, tu n'as pas mis des limites, tes limites ont été touchées. Et si tu n'as pas mis des limites, asseyez-vous, discutez. Mets des bornes, mets des barrières. S'il te plaît, j'ai été affecté par ci, par ça, mais je voudrais désormais que ce soit comme ça. C'est comme ça. Et vous mettez les barrières. Et vous-même, vous devez respecter vos limites parce que les autres ne peuvent pas respecter les limites que vous-même, vous ne respectez pas. Beaucoup veulent du respect, mais ne se respectent pas eux-mêmes. Comment peut-on respecter une personne qui ne se respecte pas? Comment peut-on respecter une personne qui n'a même pas conscience qu'elle-même, elle a besoin de respect? Quand vous êtes quelqu'un, vous avez de la colère, ça veut dire vous avez besoin de repos. Donc, retirez-vous un moment, faites-vous respecter, retirez-vous de cette table, retirez-vous de cette relation, retirez-vous de cet emploi, retirez-vous de ce boulot. Ou alors, commencez par émettre des limites. Vous pouvez déjà commencer d'abord par les limites. Dans un premier temps, il y a 3 phases. D'abord, une affirmation calme. Vous comprenez que vous avez besoin de respect et de justice. Tout doucement. Quand la personne récidive maintenant, vous allez mettre des limites. Quand la personne récidive encore, vous voyez que vous n'en pouvez plus, vous vous retirez simplement. Faites-vous respecter. J'ai tellement d'exemples que je peux vous donner. Je me rappelle, on était à une séance comme ça, on est en train de parler et tout. J'ai donné mon avis, on voulait me manquer du respect. J'ai dit, excusez-moi beaucoup. Je me respecte énormément, je vous respecte. Je ne veux pas vous manquer du respect. Je ne me retrouve pas accepté autour de cette table-là et je préfère me retirer. Je suis parti. J'ai dit, je ne fais pas les choses à moitié, je ne suis pas hypocrite. Je dis les choses telles que je pense. Mais comme ce que je dis veut vous frustrer, permettez-moi de me retirer. Et je me suis retiré, c'est tout. Mais je continue de travailler avec le responsable, le président ce jour-là. Jusqu'à présent, je continue. Ça fait plus de 10 ans, on travaille toujours ensemble. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a quelqu'un qui ne peut pas lui mentir, qui lui dira la vérité, qui lui dira exactement le fond de sa pensée. Il faut être authentique dans la vie. Mais je pouvais me fâcher, vouloir jouer à l'hypocrite, ou bien parce que j'ai une opportunité, rester là malgré moi. Non, tu ne me respectes pas, je quitte. C'est comme ça. Je mets en même temps mes limites. Une prochaine collaboration, on connaît ce qu'on peut tolérer. On connaît ce qu'on peut accepter. Si la personne revient, la personne sait que celui-là, il n'aime pas ça. Et si vous ne mettez pas de limites, on vous fait du mal, ce n'est pas l'autre qui vous a blessé. L'autre a simplement été l'instrument qui a réveillé le manque de canalisation que vous n'avez. C'est pourquoi on dit que la colère, ça se canalise. Vous devez transformer cette colère-là en une action, en une intention. Si vous le faites, la colère va disparaître. Est-ce qu'il y a des personnes dans le live qui ont maintenant comme émotion régulière ou bien souvent la tristesse? La tristesse. On va maintenant parler de la tristesse. Ceux qui ont parlé de la colère, vous retrouvez. Ok, la tristesse. Quand une personne est souvent triste, très bien, Lilanik, Momo aussi, ok, très bien. Quand vous êtes quelqu'un, vous ressentez parfois la tristesse. Peut-être sans rien du tout, vous êtes là, la tristesse monte.
Ah, Adeyemi, vous êtes champignon. OK. Quand vous êtes quelqu'un et que la tristesse monte, peut-être sans vous aviser, s'il vous plaît, nous sommes nombreux, mais nous ne tapotons pas, je vous en prie. Je vois mon image qui est en train de ramer, je danse comme Tanti Yo-Yo. Ce n'est pas bien. Donnez-moi un peu de live pour que nous puissions sécuriser le live, s'il vous plaît. D'accord? Prenez un peu de temps, tapotons rapidement avant que je ne continue. Vous avez des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse se rapportent un peu à la peur. Je vais revenir par rapport à ça. Ce sera l'émotion suivante. Donc, merci beaucoup, tapotons. Nous parlons maintenant de la tristesse. Lorsque vous êtes quelqu'un et vous ressentez la tristesse parfois sans raison, bien juste comme ça, vous êtes là du jour au lendemain, ou bien en fait d'une minute à l'autre, vous changez d'humeur. Ça veut dire que vous avez besoin de connexion, de soutien. La tristesse n'est qu'un signal de déconnexion. Vous avez été déconnecté. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez besoin de vous sentir soutenu, porté par quelqu'un. Vous avez besoin de connexion. C'est ça la tristesse. Vous allez voir, c'est généralement pour les personnes qui se... Si vous êtes triste, vous allez voir qu'à un moment donné, si vous allez au fond de vous, vous vous sentez triste. Vous vous sentez seul. Face à la situation, face au problème. Vous aurez aimé avoir quelqu'un qui vous porte. C'est ça le message que la tristesse est en train de vous apporter. Mais la tristesse est en train de vous dire, en termes d'intention, sortez, allez vers l'autre. Beaucoup d'entre vous, vous avez de la tristesse parce que vous vous repliez sur vous-même. Vous avez du mal à vous faire des amis. Vous avez des milliers de followers, de likes, etc. Mais au fond, vous êtes seul. Tous les soirs, vous vous dormez, vous vous couchez seul. Vous vous sentez abandonné, vous vous sentez écarté, vous vous sentez invisible. Oui, je suis populaire sur les réseaux sociaux. Mais qui dans la vraie vie même, qui dans la vraie vie peut m'éteindre? Qui dans la vraie vie peut me dire, man, tu es mon gars. Non, ma go, sans toi, je suis personne. Qui dans la vraie vie? Vous vivez dans l'illusion, mais vous êtes seul. Vous êtes avec vos collègues. Oh non, toi, tu es bon, tu es mon gars, tu es bon. Mais dès que vous rentrez, dès qu'ils sont 18h30, 19h, vous vous séparez. Vous voyez qu'il y a une forme de tristesse qui commence par venir. Ça veut dire que quelque part, vous avez besoin de connexion. Il faut oser aller vers l'autre. Sortez, découvrez du monde. Soyez dans le réel, dans le concret. Si vous êtes souvent triste, ça veut dire que vous êtes trop casanier. Ou alors, vous n'êtes pas, comment on dit, vous avez du mal à avoir des relations qui vont être sur le long terme. Est-ce que les personnes qui ont dit ça, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je dis? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je dis? Voilà. Si vous ressentez de la tristesse, le message, c'est que sortez, découvrez du monde, rencontrez des personnes, échangez, ayez des amis. Dans certains cas, ça peut également aussi dire exprimer sa vulnérabilité. Parfois, lorsqu'il y a un problème, vous pouvez être triste parce que vous avez fait une erreur. Ah, Jocelyne dit, je n'ai pas bien suivi. Vous n'avez pas bien suivi quoi? La partie où je parle de la tristesse. Sinon, je peux retourner un peu en arrière. Hein. Ok. Donc, je disais tout à l'heure que si vous êtes quelqu'un, vous ressentez souvent de la tristesse du jour au lendemain ou bien en fait d'une minute à l'autre, il y a des sauts d'humeur et tout. Ça veut dire que quelque part, vous avez besoin de connexion et de soutien. La tristesse n'est qu'un message qui vous dit que vous avez besoin de connexion. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un, soit vous êtes trop casanier, soit vous vous sentez souvent seul, vous vous sentez souvent abandonné. Vous vous sentez souvent isolé. C'est comme si vous n'avez pas de soutien. Vous aurez aimé avoir une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer, quelqu'un sur qui reposer. Mais vous n'en avez pas. C'est ça qui fait que la tristesse se présente à vous de façon régulière, soit de façon cyclique. Donc, la meilleure chose à faire, lorsqu'on sent de la tristesse, la meilleure chose à faire pour pouvoir changer le langage intérieur, il faut comprendre que je dois aller vers les autres. Je dois me faire de nouveaux amis. Je dois découvrir du monde. C'est aussi dit, demande de l'aide à quelqu'un.
Demande de l'aide. Ça vous coûte quoi de dire, coucou, tu es là, j'ai envie de parler, est-ce que tu as un peu de temps, on peut échanger? À force de parler avec quelqu'un, vous allez oublier. Demandez de l'aide, c'est parce que vous êtes quelqu'un. Vous allez voir, les personnes qui sont souvent tristes, c'est des personnes qui n'aiment pas demander de l'aide. Si vous êtes souvent triste, ça veut dire que vous avez des difficultés à ne pas demander de l'aide. Est-ce que les personnes qui sont là, vous vous retrouvez dedans? Apprenez à demander de l'aide. C'est tout ce que la vie est en train de vous dire. Mais si vous ne prenez pas très vite ce message-là au sérieux, et que vous restez tout le temps recroquevillé sur vous, vous allez déclencher une avalanche de négativité dans votre vie. Voilà. Ça veut dire, apprenez à demander de l'aide. Quand vous demandez de l'aide, vous allez vous... En fait, le problème, c'est que vous êtes le genre de personne, vous avez peur de demander de l'aide, de peur qu'on vous dise non. Mais vous avez également peur de demander de l'aide pour paraître, genre, une personne nécessiteuse ou bien une personne qui n'en est pas. En fait, vous avez honte de demander de l'aide. Et c'est ça qui vous rend à un moment donné triste. Dieu ne vous a pas créé seul. Pour vous créer, il a eu besoin de 2 hommes. Rappelez-vous de ça. D'un homme et d'une femme. Vous n'êtes pas venu au monde seul. Pourquoi voulez-vous vivre tout seul? Pourquoi voulez-vous porter la charge toute seule? Pourquoi voulez-vous... Ce n'est pas normal, les amis. Ce n'est pas normal, les amis. La tristesse montre que vous avez besoin de connexion et de soutien. Faites-vous de nouveaux amis. Demandez de l'aide, c'est tout. Et la vie est en train de dire, il vaut mieux que tu le fasses. Parce que si tu ne demandes pas de l'aide, ta vie ne va pas changer. Plus tu passes ton temps à être triste, plus de mauvaises choses vont t'arriver. Plus tu vas vivre dans la solitude. Et vous allez voir que s'il y a des personnes qui sont dans ce cas, il se peut que beaucoup d'entre vous, vous soyez des célibataires, ou alors que vous soyez dans un couple, mais que votre partenaire n'est pas là avec vous à 100%. Vous avez l'impression que vous êtes seul dans la relation. Pourquoi? C'est votre tristesse. L'autre ne veut pas rester dedans. L'autre trouve que c'est frustrant. Oui, si vous demandez de l'aide, on ne vous aide pas. Mais la personne qui a dit la personne qui ne vous aide pas, ce n'est pas forcément parce que cette personne est mauvaise, mais que cette personne ne vous aime pas. La personne même peut avoir ses problèmes, ses propres challenges. Ce n'est pas parce que vous avez demandé de l'aide que vous devez attendre que l'autre réponde favorablement. Ce que la vie veut vous enseigner, vous, c'est d'exprimer votre vulnérabilité. En demandant de l'aide, vous devenez vulnérable. Et c'est bon pour vous. Cette vulnérabilité, ce que vous ne savez pas, cette vulnérabilité va devenir, en fait, quand vous devenez vulnérable, vous envoyez aussi une forme d'émotion, un champ magnétique que vous ouvrez. Et vous dites à l'univers, j'ai besoin d'aide. Le simple fait de dire, j'ai besoin d'aide, l'univers réussit ça comme étant, ok, elle a exprimé un vœu, une demande sincère. Donc, c'est comme si elle s'est humiliée. Quelqu'un qui ne veut pas demander d'aide, c'est quelqu'un qui est trop orgueilleux. D'accord? Quelqu'un qui est trop orgueilleux. Quand vous demandez, ce n'est pas forcément par rapport à l'autre. C'est d'abord par rapport à vous-même. Ok, même répondre, oui. Vous écrivez à la personne peut être occupée. La personne peut ne pas vous répondre. Mais ce n'est pas grave. Vous avez passé un acte, un geste. Ça vous ouvre la voie. Ça ouvre un champ magnétique qui peut amener d'autres possibilités. Exaucé, pourquoi voulez-vous que la personne vous le dise? Pourquoi voulez-vous? Tout ça là, c'est votre interprétation à vous. Vous avez exprimé un besoin. Si la personne peut, tant mieux. Si la personne ne peut pas, c'est pas grave. Que la personne ait dit ou bien que la personne ne l'ait pas dite, c'est pas grave. Il y a des milliers d'autres personnes. Exprimez votre vulnérabilité à plusieurs autres personnes. Ça vous ouvrira force. Ça vous ouvrira forcément la voie. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à être là pour vous et à vous soutenir, même s'il n'y a pas une question de moyens. C'est quand vous vous focalisez, justement, quand vous vous focalisez sur une personne, vous avez le sentiment que vous n'avancez pas. Et déjà, la pensée initiale ne vous permet pas d'obtenir un retour comme cela se doit. Ouvrez-vous, osez, allez, fouillez. Essayez plusieurs personnes. Une personne ne répond pas, il va forcément avoir une autre qui va répondre. Forcément. D'accord? Maintenant, on va parler de la peur. Est-ce qu'il y a des personnes qui ressentent parfois de la peur dans le live? Est-ce qu'il y a des personnes parfois qui ressentent de la peur? Sympa, bonsoir, merci beaucoup. Bade, ok. Voilà. Auguste aussi, Adeyemi, Père, Nathalie, ok. Si vous ressentez la peur, généralement, Edwige, Jocelyne, ok, super. Merci beaucoup. Oh là là, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Regardez ce que Merveille dit.
Je parle souvent aux parfaits inconnus juste pour me libérer. C'est extraordinaire quand on fait ça. Quand vous parlez pour vous libérer, vous n'allez pas davantage attirer à vous les situations négatives tenantes qui vont vous manipuler. Vous savez, dans la spiritualité, on parle de lumière et on parle de ténèbres. Les ténèbres attirent davantage de ténèbres, mais la lumière repousse les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous parlez de quelque chose qui vous peine, vous mettez la lumière sur la chose. Du coup, les ténèbres vont reculer. La chose ne va plus davantage s'intensifier ni se densifier. Et votre vie devient beaucoup plus fluide en fait. C'est tout. C'est tout les amis. Faites-le. Faites-le. Moi, il y a des personnes qui m'écrivent, ah coach, j'ai juste envie de parler, hein, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'écouter sans me juger. Je dis, allez-y, j'écoute, je dis très bien. Vous vous sentez comment? Ça vous a fait du bien? C'est bon, ça va. La personne est libérée, la personne en parle. Comme moi-même, je peux avoir envie de parler, d'échanger. Si je ne parle pas avec mon épouse, je peux appeler un ami ou bien aller rendre visite à un ami. On discute tranquillement et puis ça passe. Mais ne laissez pas les émotions négatives prendre place en vous, se loger en vous. Ça va devenir un générateur d'ondes négatives. Ça va corrompre votre champ magnétique et ça va attirer à vous des choses totalement négatives. Donc, je continue. On va maintenant parler de la peur. Lorsqu'une personne a peur, la peur apparaît, je vous en prie, exaucez. La peur apparaît lorsque votre esprit manque de certitude, de clarté. La peur veut dire simplement que vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de voir clair. C'est tout. Lorsqu'une personne commence par avoir peur, ça veut dire qu'en ce moment précis, votre esprit manque de certitude. Donc, commencez par vous dire, je pensais à quoi quand la peur a été déclenchée? Ou dans quelle situation je me trouvais quand cette peur a été déclenchée? Ça veut dire que je manque de clarté et je manque de certitude dans cette situation-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps est en train de vous dire, oh là là, comment vais-je dire, Lune, ou bien ISM Boss officiel, ou bien Grâce Teco. Oh, ça veut dire qu'en fait, il te manque des informations. Va chercher des informations. Cette peur-là, elle vient pour te protéger, pour t'avertir, pour te dire que si tu ne vas pas chercher les informations, si tu ne clarifies pas véritablement les questions qui sont en toi, tu vas échouer, tu vas avoir des problèmes. Donc, la peur devient votre allié, devient votre ami. Donc, la peur te dit, va, pose un acte. Et quel est cet acte qu'il faut poser? Vous devez clarifier la situation, clarifier le contexte, clarifier ce que vous voulez faire. Amlan, bonsoir. Clarifier, ça veut dire également anticiper. Ok, merci beaucoup. Ça veut dire que, Amlan, ça veut dire que lorsque vous êtes rentré, à un moment donné, vous avez commencé par vous inquiéter par rapport au lendemain, par rapport aux besoins, par rapport aux choses à faire. Vous avez l'impression que vous avez laissé tellement de choses en instance et là, il faut rapidement trouver une solution pour avancer, n'est-ce pas? Bonsoir, coach. Bonsoir, Amlan. N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas le cas? Après, disons, du retour de vos vacances, vous avez maintenant eu le sentiment que, bon, voilà, j'ai laissé trop de choses en instance, là où je dois reprendre, etc. En fait, vous êtes confus, vous êtes perdu parce que vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous ne savez pas dans quelle direction il faut aller. Vous ne savez pas comment est-ce qu'il faut faire pour remettre les choses dans leur contexte. C'est simplement ce que la peur vient vous dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement clarifier, il faut simplement sécuriser votre environnement, mettre quelques barrières, anticiper. Si vous avez peur d'échouer, anticipez. Qu'est-ce qui peut m'amener à échouer? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui peut m'amener à échouer? Qu'est-ce qui peut me faire échouer dans ce projet-là? Mettez tout sur papier et dites-vous, ok, maintenant, comment je fais pour que ça n'arrive pas? Vous devez anticiper. Vous devez anticiper, les amis. C'est tout. Quand une personne a peur, ça veut dire que cette personne manque de certitude. Créez vous-même vos propres certitudes. Clarifiez. Tu as peur que la relation ne marche pas? Clarifie. Mettez les choses au clair. Tu attends quoi de moi? Qu'est-ce que tu veux? Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que tu attends de moi? Ok, qu'est-ce que tu es prêt à donner? Voilà ce que je suis prêt à supporter. Est-ce que c'est bon pour toi? Si ce n'est pas bon, on n'a qu'à souffrir. Là, tout de suite, chacun prend son chemin. Mais je ne veux pas souffrir. Mais vous avez peur et vous dites non, je vais rester là.
Comment tu peux dire que j'ai peur de le perdre si je dis la vérité? J'ai peur de la perdre si je dis la vérité. Ça veut dire que quelque part, tu manques de certitude. Ça veut dire que tu n'es pas sûr que cette personne-là t'aime véritablement. Ça veut dire que tu n'es pas sûr que cette personne-là peut risquer toute sa vie avec toi. Donc, on te dit clarifie les choses. Si c'est la bonne personne, elle va rester. Si c'est la bonne personne, elle va te tenir la main pour aller jusqu'au bout. Mais quand toi, tu refuses de clarifier, tu veux aller où? Tu vas vivre éternellement dans la peur. Quand tu refuses d'anticiper ce moment difficile qui viendra, maintenant en même temps, tu vas aller où? C'est quand tu auras un enfant et que l'autre va découvrir, qu'est-ce qui va arriver? Ce que tu fuyais, ça t'a rattrapé. Parfois, les émotions, je dis, les émotions sont nos amis. Les émotions nous mettent sur le chemin pour que nous ne souffrions pas durement. Mais nous refusons, nous les refoulons, nous les chassons, nous ne les comprenons pas. Et après, on se dit que, ah, Dieu est mauvais, oh, qui a fait ça, oh, Seigneur, j'ai fait quoi pour souffrir? J'ai fait quoi pour mériter? Non, le Seigneur n'y est pour rien, les amis. C'est nous qui n'avons pas su gérer les messages que l'émotion nous a apportés. Nous n'avions pas su accueillir ces messages-là. Nous n'avions pas su les décoder pour pouvoir donc agir convenablement. Les amis, tout est là. Notre corps est une merveille que Dieu nous a fait. C'est une merveille extraordinaire que Dieu nous a donnée. Prenons par exemple le stress. S'il y a des personnes qui sont souvent stressées dans le live, je viens sur vous. Vous êtes stressé pour rien du tout. Vous êtes toujours stressé. Ça veut dire que vous avez besoin de structure. Vous avez besoin de relâchement. Structure ou relâchement? Structure ou relâchement? Quand vous êtes stressé par le travail, vous êtes stressé par une relation, vous êtes stressé par quelque chose que vous avez à faire, ça veut dire que votre système tout entier est en train de vous dire ping, 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 ping. Tu es débordé. Organise-toi, planifie, respire. C'est à toi de voir. Est-ce qu'en ce moment, ton corps est en train de te dire de te reposer? Est-ce qu'en ce moment, ton corps est en train de te dire respire? Est-ce qu'en ce moment, ton corps est en train de te dire planifie? Est-ce qu'en ce moment, ce stress est en train de te dire organise-toi autrement? C'est tout. C'est tout. Vous avez besoin de structure ou de relâchement. Et un plan. Et un plan. Le stress et la peur parfois peuvent s'entremêler. Une structure, c'est un plan, un mode de fonctionnement, un modèle de fonctionnement. Mets-le en place et suis, toi-même tu verras la suite. Les choses viendront naturellement. Si vous êtes quelqu'un, vous avez souvent de la frustration, vous êtes frustré. Vous êtes frustré parce que vos collègues avancent. Vous êtes frustré parce que tout marche pour le voisin ou la voisine. Vous êtes frustré parce que toutes les filles de votre âge se marient. Vous êtes frustré parce que tous les hommes de votre âge ont déjà construit une maison. Mon cher, ma chère, si tu es frustré et que tu ne corriges pas ça, tu vas attirer plus de frustration dans ta vie. Tu vas rester au même niveau. Comme on dit chez moi là, tu vas rester plus derrière même que les fesses. Parce que les fesses ne viendront jamais devant. Tu vas rester plus derrière que les fesses. Parce que tu passes tout ton temps à rester figé et bloqué dans la frustration. Alors que la frustration est une messagère qui vient te dire tu as besoin de progression ou d'ajustement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu n'as pas encore le niveau requis, la qualification requise pour avoir cette bénédiction, ou alors ton niveau est de trop. Tu dois trouver quelque chose qui te convient. Tu es dans un boulot, tu es frustré par la façon dont on te traite. Ça veut dire que là où tu es, tu mérites mieux, ou alors c'est que tu as un travail de réajustement à faire. C'est à toi de te poser la bonne question. À quel niveau suis-je? Est-ce que je fais mieux que les autres? Est-ce que je vaux mieux qu'eux? Si tu vaux mieux, mon cher, ça veut dire il faut que tu puisses t'ajuster. Si tu es dans un business, ça veut dire il faut ajuster ta stratégie. Ajuste ta stratégie, revois les choses, améliore tes actions. C'est ça la frustration. Si tu es frustré, ajuste ta stratégie. Ajuste-toi. Redimensionne-toi.
C'est ça la frustration. Améliore tes actions si tu veux avoir des résultats. Sinon, tu vas pas être toute ta vie à être frustré pour rien du tout. Lorraine, bonsoir, comment ça va? Comment va le champion? Merci Lorraine, merci, 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 merci. Merci beaucoup. Il faut ajuster sa stratégie. Ah, j'imagine. Bon, j'ai foi que bientôt vous allez retrouver la forme avec quelques exercices. Super, profitez du bon moment et saluez-le de ma part. Si vous êtes quelqu'un, vous avez souvent honte. Ça peut paraître bizarre, hein, mais c'est une émotion. Avoir honte. Vous avez honte. À moindre chose, vous avez honte. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas ici, où vous ressentez la honte régulièrement? Ça vous vient, à moindre chose, vous avez honte, vous avez honte, vous avez honte. Si vous avez honte, ça veut dire que vous avez besoin d'acceptation. Ou bien vous avez besoin de réintégration. La honte vous dit simplement, tu crois que tu as trahi tes valeurs. Mais au fond, ce n'est pas ça. Quand vous avez honte, ça veut dire que vous devez d'abord vous accepter. Vous devez demander pardon s'il le faut aux autres, etc. Mais le premier point, d'abord, c'est commencer par s'accepter soi-même. Si c'est ça rapport avec votre identité. Ou alors si ça a rapport avec quelque chose, demandez pardon. Demande pardon et avance. Ou alors, reviens à qui tu es profondément. Tu as honte parce que tu es en train de faire quelque chose qui ne te ressemble pas. Tu as honte parce que tu es en train de faire quelque chose qui ne t'honore pas. Quelque chose dont tu n'es pas digne. Donc, reviens à toi-même. Demande pardon s'il le faut. Réajuste les choses et avance. C'est tout. Au lieu de penser que non, je suis nul, je suis un incapable, je suis si, non. Tu n'es pas nul, tu n'es pas incapable, tu n'es pas vilaine, tu n'es pas un monstre. Tu n'es pas une femme facile. Tu n'es pas stupide. Tu as commis une erreur. Tu as besoin de revenir en toi-même. Tu as trahi tes propres valeurs. Tu as besoin de te retrouver toi-même. C'est tout. C'est tout. Il y a des personnes qui ressentent souvent de la culpabilité. Vous vous sentez coupable, vous vous sentez coupable. On peut voir un peu de honte dedans. Mais si vous êtes quelqu'un, vous vous sentez souvent coupable. Il y a de la culpabilité. Je me sens coupable par rapport à ça. C'est une émotion qui vous invite simplement à vous rééquilibrer. Ça veut dire que vous avez besoin de vous réparer. Vous avez besoin, en quelque sorte également, de pardon. C'est tout. Quand on sent de la culpabilité, c'est une invitation à poser un acte réparateur, s'excuser ou bien se pardonner soi-même. C'est aussi simple que ça. Estelle Missinga, bonsoir. Si vous ressentez souvent de la culpabilité, ça veut dire que vous avez besoin de pardon, de vous réparer vous-même. Donc, l'univers ou bien votre corps est en train de te dire, pose un acte réparateur. Ce acte réparateur peut être par exemple voyager, demander pardon ou bien se pardonner soi-même. Ce acte réparateur peut être par exemple, voilà, prendre du temps pour soi ou par exemple offrir quelque chose si vous estimez que vous avez fait quelque chose de mal. Ou bien vous engager pour une cause plus ou moins noble. C'est possible. S'il vous plaît, je rame toujours à l'écran. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ça rame beaucoup. Je ne sais pas si c'est la connexion, je ne sais pas. Vous êtes quelqu'un, vous ressentez de la jalousie. Ah oui. Je ne sais pas, beaucoup de personnes ne vont pas accepter ici qu'elles ressentent de la jalousie. Hein? Je vous le dis, si vous êtes quelqu'un et vous ressentez de la jalousie, c'est une émotion très dangereuse. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont sincères, que parfois elles ressentent de la jalousie?
la jalousie par rapport aux autres, par rapport à leur évolution, par rapport aux résultats. On est tous ensemble, mais c'est toujours pour l'autre que ça marche. Ça ne marche pas pour moi. Il faut être très grand d'esprit pour comprendre que parfois je ressens de la jalousie. Ah, merci beaucoup donc aux personnes. Franchement, je loue votre grandeur d'esprit. Votre grandeur d'esprit vous honore. Et quand on reconnaît déjà qu'on a ça en soi, c'est déjà le début de la libération. Donc quand vous êtes quelqu'un, il vous arrive d'être jaloux, ça veut dire que quelque part, vous avez besoin de reconnaissance ou bien que vous avez besoin de valorisation personnelle. Ça veut dire que vous-même, vous ne vous valorisez pas assez. Ou alors que là où vous êtes, on ne vous valorise pas assez. La jalousie révèle un besoin de sentir qu'on a de la valeur. Sentir qu'on a de la valeur pour soi et pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette émotion est en train de vous dire tu n'as pas suffisamment confiance en toi. C'est-à-dire toi-même, tu peux avoir ça. Toi-même, ça peut marcher pour toi. Mais ce qui te manque, toi, c'est la confiance en soi. C'est la confiance en soi. C'est l'estime, ta propre estime, t'estimer à la juste valeur, ça te manque. Et si ça te manque, tu ne peux pas avancer. Ça va te bloquer. C'est ce que la jalousie là te dit. Donc la prochaine fois que tu es jalouse, pose-toi la question. Moi-même, je peux, non? C'est pourquoi je dis aux gens, quand ça arrive à une amie, à une soeur, à une cousine, à ta voisine, souris parce que tu peux être la prochaine personne pour qui ça va arriver. C'est là que tu te dis, je sais que moi-même, je peux l'avoir. Et je sais que je l'aurai. Je sais que il n'y a rien à faire. Je suis né dans une famille pauvre. D'accord? J'ai une famille pauvre. Mais ça ne veut pas dire que moi, je vais finir pauvre. Moi, je veux voyager. J'irai dans les 4 coins du monde. Je vais prendre un avion. Je vois des amis prendre... Oui, je suis content pour eux. Parce que je sais que ce n'est pas loin de moi, c'est à portée de main. J'ai confiance que je peux y arriver. Quand je regarde ce que je fais, ce que je veux, comment je me bats, je sais que je vais y arriver. Il faut simplement que vous compreniez que lorsque vous commencez par ressentir de la jalousie, vous avez besoin de renforcer votre propre estime. Vous avez besoin de commencer par célébrer vos propres succès, les petits succès. La vie est en train de te dire, commence par être reconnaissant pour ta vie. Commence par manifester de la gratitude. Aimer, à moins quoi. J'ai déjà parlé de la tristesse tout à l'heure. C'était la deuxième émotion dont on a parlé. D'accord? Le besoin de reconnaissance ou de valorisation personnelle. Apprends à célébrer, apprends à être reconnaissante. Si tu vois que tu commences pas à ressentir de la jalousie et tu commences à manifester de la gratitude, oh là là, les secondes qui vont suivre, les heures qui vont suivre ou les jours qui vont suivre, l'univers va te bénir à ton tour. Pas forcément peut-être avec la même chose, hein, mais tu vas ressentir quand même une forme de joie et de plénitude. Comprenons chaque chose à sa juste valeur et nous allons avancer. Il y a des personnes qui ressentent le dégoût. Le dégoût, c'est aussi une émotion. Vous avez du dégoût. Quand vous regardez la situation, quand vous regardez les événements qui vous entourent, quand vous regardez les choses qui sont en train de passer, vous ressentez le dégoût. Le dégoût, ça veut dire que voilà, ce n'est pas vous ça, très bien, NAF Business. Si vous ressentez parfois du dégoût par rapport à ce que vous voyez, ça veut dire qu'en fait, vous avez besoin de vous protéger. Tu es dégoûté quand tu vois une femme nue, tu es dégoûté quand tu vois ce que font tes petites sœurs, tu es dégoûté quand tu vois ce que les médias proposent, ça veut dire que tu ne te protèges pas assez. Tes émotions te disent protège-toi assez. Protège-toi. Protège-toi. Faire en sorte de ne plus tomber dans ça. Protège-toi. C'est une invitation à te protéger. Ou encore, on te dit, aligne-toi. Il faut que tu t'alignes sur cette réalité-là. Quand on a du dégoût, il faut apprendre à mettre des limites. Il faut mettre des limites claires. Il faut éviter ce qui ne respecte pas vos valeurs. L'alcool te dégoûte. Et tu fréquentes des endroits où on boit. Ça veut dire que quelque part, tu n'es pas en train de respecter tes propres normes, tes propres valeurs. Et cette émotion que tu as te rappelle simplement ce que tu as à faire. Réajuste-toi.
Ressaisis-toi, aligne-toi ou bien protège-toi. Fais ce qu'il faut faire pour éviter ce qui te dégoûte. C'est tout. Et enfin, je vais parler rapidement de l'ennui. Il y a des personnes qui s'ennuient. C'est aussi une émotion très dangereuse parce que l'ennui, ça donne l'impression que le message que vous envoyez à la vie, le message que vous envoyez à la vie quand vous dites je m'ennuie, ça veut dire que votre vie n'a pas de sens. Votre vie n'a pas de valeur. Ça veut dire que vous ne servez à rien. Vous êtes comme un rebut, un déchet de l'univers. Vous n'êtes utile à personne. Quand vous commencez par vous retrouver dans l'ennui, ça veut dire que quelque part, il y a le message. Votre corps est en train de vous dire ou est en train de crier, je veux contribuer. Je veux être utile à quelque chose. Je veux grandir. C'est ça l'ennui. Quand quelqu'un se sent ennuyé, ça veut dire que intérieurement, vous avez un besoin de grandir, vous avez un besoin de contribuer, vous avez besoin de stimulation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous vous ennuyez? Il faut chercher de nouveaux défis. Il faut apprendre. Il faut se mettre au service d'une communauté, d'un projet, d'une entreprise, etc. C'est comme ça. Et si vous enlevez l'ennui de votre vie, vous allez voir maintenant que de bonnes choses vont commencer par venir. Il y a des personnes, jusqu'à présent, là, vous n'avez pas encore rencontré votre homme, votre femme, parce que vous vivez constamment des journées où vous êtes ennuyé. Parce que votre vie ne contribue en rien. Et comme vous ne comprenez pas le message, que c'est un besoin de grandir ou de contribuer, vous allez rester toute votre vie à cette étape-là, à ce niveau-là, qui va déclencher pour vous une avalanche de situations difficiles que vous allez interpréter plus tard comme étant une malédiction. Les amis, je pense que j'ai suffisamment parlé pour aujourd'hui. J'ai dit, il y a deux choses qu'on peut contrôler si on veut contrôler les émotions. Premièrement, c'est le langage. C'est dans le langage que j'ai dit tout ça. J'ai parlé, dans le langage, j'ai dit interprétation, incantation, les questions que vous vous posez. Les trois là, vous devez pouvoir les orienter. Donc, c'est au niveau de l'interprétation que je vous ai parlé de tous ces trucs-là, de ces 10 points-là, pour que vous ayez une autre manière d'interpréter désormais ces émotions qui viennent à vous. D'accord? Au niveau de l'incantation, je vous ai dit, essayez de voir les paroles que vous répétez souvent. D'accord? Qui sont négatives, qui vous bloquent, qui vous empêchent. Et essayez de les transformer en quelque chose de positif. Et au niveau des questions, les questions que vous posez déterminent les émotions que vous allez ressentir, que vous ressentez. D'accord? Donc, il faut revoir les questions, ça va poser les questions comme cela se doit. J'ai donné suffisamment d'exemples par rapport à ça. Maintenant, quelle est la deuxième chose que nous pouvons contrôler, maîtriser si nous voulons contrôler les émotions? La deuxième chose, c'est la posture. Et je ne vais pas en parler aujourd'hui, je pense qu'il serait mieux qu'on en parle le vendredi prochain parce que si je démarre maintenant, ça va prendre encore, peut-être encore 1 heure de développement, alors que tout à l'heure, j'ai encore 2 séances qui m'attendent posément pour ce soir. Donc, je ne pourrai pas développer ce thème-là comme cela se doit. Je préfère m'en arrêter là et bien sûr, vous laisser poser des questions si vous en avez, histoire d'approfondir un peu le sujet et voir comment est-ce qu'on pourrait avancer. D'accord? J'aurais pu également vous parler, quand on parle à ce niveau-là, j'aurais pu également aborder également la notion de musique. D'accord? Qui aussi est important parce que la musique, ça peut être enregistré, ça peut entrer dans le registre des paroles. D'accord? Donc, ces paroles ont le pouvoir également de vous détendre, de changer les émotions. Donc, du coup, quand ça ne va pas aussi, vous pouvez aussi faire recours à des musiques. Voilà pourquoi je suggère aux gens d'avoir une playlist de paroles positives, que de paroles positives, qui vous aident, qui vous rappellent qui vous êtes, qui vous rappellent votre importance, votre charisme, votre, comment on dit, votre unicité. Et il y a plein de belles chansons que vous pouvez avoir. Vous avez votre playlist. Dès que ça commence, vous mettez ça. Et puis voilà, vous allez apprécier. Ça peut être du gospel, ça peut ne pas être du gospel. Mais il y en a quand même énormément. Il y a beaucoup de chansons. Moi, j'ai une playlist spéciale. J'écoute souvent, je modifie. Voilà, dès que ça ne va pas, j'ai besoin un peu. Je me dis, est-ce que l'émotion vient m'apporter un message? Je fais d'abord mon travail, hein. J'essaie d'abord de décoder le message que l'émotion est venue m'apporter et tout. Et maintenant, pour pouvoir changer les choses, je mets de la musique maintenant pour installer une atmosphère beaucoup plus favorable, beaucoup plus agréable, qui pourrait me permettre d'attirer à moi des choses beaucoup plus bénéfiques au lieu de végéter constamment
dans la négativité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et dans la catégorie des musiques, il peut y avoir des musiques également sans parole. Hein. Vous avez parfois des instruments qui vous permettent franchement de retrouver l'équilibre parfait, l'équilibre absolu. À force d'écouter la façon dont on joue les instruments, ça va équilibrer également ces émotions-là en vous. D'accord? Vous qui êtes habitué à me suivre, vous savez que j'aime beaucoup la musique, le canon ré de Pachelbel. D'accord? C'est une très bonne musique, scientifiquement prouvé comme étant très puissant pour régulariser les émotions, les fréquences et les vibrations. D'accord? Donc, vous pouvez par exemple télécharger cette musique-là et l'écouter souvent. Peu importe sa fréquence, ça pourrait vous aider. Mais si vous avez la capacité de convertir ça en 432 Hz, n'hésitez pas, faites-le. Ça vous ferait un bien fou, un bien énorme. D'accord? Donc, les amis, voilà ce sur quoi je voudrais m'arrêter aujourd'hui. La prochaine fois, vendredi à partir de 16h, on va parler de la posture. Comment est-ce qu'on peut utiliser la posture pour pouvoir contrôler ses émotions? On va en parler. D'accord? Ok, Soul Power. Vous dites depuis quelques instants, depuis quelques moments, je ne me sens pas heureux. Je parle moins. Je parle moins. D'accord? Et voilà, j'ai une question. Je ne me sens pas heureux, triste. Et comment retrouver ma joie? Je pense que si vous avez suivi tout ce que nous avions dit jusque-là, ça devait être facile pour vous. D'accord? Boss officiel, ISM, je viens. Ça devait être facile pour vous. Quand vous dites depuis un certain moment, il faut déjà voir qu'est-ce qui s'est passé pour que cette insatisfaction intérieure, cette tristesse-là s'installe. Posez-vous la question. S'il vous plaît, tapotez le live. Ça rame. Ça rame. Et on descend. Ça rame. S'il vous plaît, tapotez, tapotez. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette situation-là s'installe? Au moment où vous avez commencé par sentir en fait cette tristesse-là, ce manque de bonheur, c'est que quelque chose s'est passé forcément. Analysez votre vie. Quelque chose s'est passé forcément. Et cette chose qui s'est passée a dû modifier votre manière de voir et de concevoir la vie. Donc, vous avez mal interprété la situation. Donc, vous allez devoir repartir à cette situation-là et créer une bonne interprétation de la situation qui va maintenant modifier votre langage. Ah, c'est depuis que j'ai eu un emploi. Ok, d'accord. Ça veut dire que probablement le travail que vous faites ne vous rend pas assez épanoui, ou alors il y a quelque chose qui se passe dans votre boulot que vous n'appréciez pas. D'accord? Maintenant, rappelez-vous, nous avions dit que, puisque vous êtes revenu sur la tristesse, nous avons dit que la tristesse, c'est un besoin de connexion et de soutien. Je pense que quelqu'un avait parlé de tristesse, donc je reviens sur ça pour la personne. C'est un besoin de connexion et de soutien. Ça veut dire que, soit là où vous êtes présentement, vous ne vous sentez pas encore à l'aise dans le milieu. Est-ce que vous vous entendez bien avec vos collègues? Est-ce que vous avez l'impression que les gens vous ont accepté, que vous êtes bien intégré? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes à votre place? C'est déjà ça. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous avez un besoin de connexion et de soutien, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit ou alors vous ne vous sentez pas à l'aise et vous n'avez peut-être pas quelqu'un qui va vous soutenir. Vous n'avez pas quelqu'un qui va peut-être vous coiffer, vous parrainer, vous orienter, vous conseiller. D'accord? Peut-être que vous vous retrouvez en phase de charge ou de demande que vous n'arrivez pas à mieux gérer parce que vous ne maîtrisez pas, bien peut-être parce que tout ça là est nouveau pour vous. Donc, il va falloir vous poser vraiment les vraies questions et aller en profondeur pour avoir la réponse. D'accord? Je ne sais pas, il ne répond pas encore. Je vais... Alors, ISM Boss qui a posé la question, est-ce que la timidité est une bonne chose? D'accord? Est-ce que la timidité est une bonne chose? Vous savez, rien n'est mauvais dans la vie. Parfois, il faut un peu de timidité. Quand vous allez me voir dans certaines conditions, quand je suis au dehors, je peux vous paraître très timide. Parce que la timidité n'est pas mauvaise. La timidité, elle est utile dans certains cas. Et dans certains cas, elle n'est pas utile. C'est pourquoi je dis aux gens, ce qui est important, c'est d'être équilibré en toutes choses.
Se mettre en colère n'est pas mauvais, mais laisser la colère détruire votre vie, c'est ça qui n'est pas bien. Donc, il faut être équilibré. Il faut savoir à quel moment je peux me mettre en colère pour dire stop, comme à quel moment je peux me maîtriser. D'accord? Donc, la timidité en soi n'est pas mauvaise. Mais la timidité, simplement, peut refléter beaucoup de choses, peut vous envoyer plusieurs messages. D'accord? Vous pouvez être timide parce que ça peut être un problème qui est peut-être lié à la peur, parce que vous n'avez pas une bonne maîtrise du sujet, vous ne comprenez pas mieux les choses. Donc, ce qu'il vous faut, c'est peut-être la clarté, c'est peut-être apprendre, c'est peut-être anticiper, c'est peut-être clarifier. D'accord? Donc, c'est à vous de voir, cette timidité-là est due à quoi? Elle est logée où? Elle vient de quelle situation? Ou bien de... Qu'est-ce qui m'amène à être timide? D'accord? Et vous pouvez également définir les cadres de manifestation de votre timidité. C'est-à-dire, je décide d'être timide à des moments donnés et après, je dis, genre, ma timidité s'arrête à tel niveau. Donc, dans telles conditions, je ne peux pas me permettre d'être timide. Vous définissez vous-même un cadre d'exécution et puis c'est fini, vous allez voir. D'accord? Kaios, posez votre question. Il y a Aude qui dit, bonsoir coach, comment faire lorsque la personne qui est censée vous orienter est silencieux face à tous vos messages? Bon, si la personne qui est censée vous orienter est silencieuse face à tous vos messages, c'est une bonne nouvelle. Cette personne veut vous amener vous-même à le faire. C'est deux choses. Soit la personne croit sincèrement en vous, la personne sait qu'en fait, c'est plus la peine de parler, elle en est capable. C'est un peu comme quand vous priez, vous demandez des choses à Dieu et vous avez l'impression que Dieu ne répond pas. En fait, il a déjà répondu. C'est parce qu'il sait que en fait, le plus important, ça dépend maintenant de vous, plus de lui. Donc, quand la personne qui est censée vous orienter ne vous répond plus, ça veut simplement dire que en fait, vous pouvez le faire vous-même. Donc, c'est à vous de vous poser la question, comment est-ce que je fais maintenant pour y arriver et trouver la solution de vous-même? Vous allez plus gagner que lorsque cette personne va vous orienter. Je ne sais pas si vous m'avez compris, Aude. ISM Boss, c'est moi qui vous remercie, on est ensemble. Bon, les amis, je commence par être épuisé, fatigué, malgré toute l'énergie qu'il y a là, parce que le contenant est vide. Je n'ai pas mangé grand-chose aujourd'hui. Donc, j'allais manger. C'est normal. Tu n'as pas bien dormi. Yeah. Non, là, ça peut plus tomber. Ah, yeah. Tu as vu que les gens ont demandé de garder ce style-là, non? Bon. Je vous en prie, Lune. Merci beaucoup, Adeyemi. Ok, Kaios. Est-ce que vous trouvez juste les inégalités dès la naissance? Ben, je trouve ça très juste, Kaios. Parce qu'au fond, il n'y a pas d'inégalité. C'est une fois encore vos interprétations qui montrent qu'il y a inégalité. Tanti Chocoto, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais revenir par rapport à ça, Aurélie. Vous allez remettre la question tout à l'heure. D'accord? Donc, je réponds comme ça à Kaios. Kaios, les inégalités, c'est très juste. En fait, il n'y a pas d'inégalité dans l'univers. Personne ne naît dans l'inégalité. Nous naissons tous en fonction des expériences que nous-mêmes nous avions choisi faire, en fonction de notre maturité spirituelle ou bien du parcours spirituel que nous voulons adopter. Donc, il n'y a pas de hasard. Tout cela est indispensable à chacun. Oui, justement, moi-même, je parle de ça. Il n'y a pas de quelqu'un naît dans des conditions très difficiles, pas simplement parce qu'il y a inégalité, non. C'est simplement parce que la personne, je n'aime pas dire l'expression mérite, mais c'est parce que la personne doit prendre par là. Je vous donne des exemples simples pour que vous compreniez. Par exemple, je vous ai déjà expliqué que les choses ne vous arrivent pas
parce que la vie est contre vous, parce que la vie veut vous punir. Les choses peuvent vous arriver parce que vous avez violé des principes et des lois. Admettons par exemple qu'une personne naisse malade. Cette maladie peut être issue du fait que lors de la rencontre des deux parents, il y a des choses que ces deux parents auraient pu faire pour éviter, mais ils n'ont pas fait, ils ont choisi eux-mêmes avancer, pensant que oui, leur force, leur pouvoir, leur volonté suffisent largement pour écarter en fait le danger. Ou alors on dit par exemple, ces deux personnes, leur âme, ça ne coïncide pas. Et leur force pour arracher la femme à l'autre, ou bien leur force pour arracher le mari à l'autre, et les deux se mettant ensemble, vont forcément incarner une âme qui sera vraiment dérangeante, non seulement pour eux, même en tant que parents, mais également pour l'âme qui doit faire cette expérience-là. Bon, ça, c'est un truc basique ici. Mais sur le plan spirituel, ça peut aller bien au-delà. Parce que vous n'avez pas une vie, vous avez plusieurs vies, Kaios, au cas où vous ne le savez pas. Peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être ça, mais vous avez plusieurs vies. Ayant vécu dans une vie passée, si vous avez développé des attitudes, des comportements qui ne sont pas adéquats, ou bien par exemple, vous-même, vous avez eu par exemple un enfant malade, mais vous n'avez pas été au petit soin de cet enfant, vous ne l'avez pas bien traité, ou bien vous l'avez rejeté, ou bien vous avez négligé sa maladie, il va falloir que dans une autre vie, vous-même, vous fassiez l'expérience de la maladie pour voir ce qu'on ressent lorsqu'on est malade et qu'on n'a personne pour nous soutenir. Donc, tout est une question d'expérience. Et il n'y a personne qui foncièrement soit pauvre. Il y a des personnes qui ont été pauvres, il y a des personnes qui ont déjà été riches. Tout autant que nous sommes, nous allons expérimenter ça de façon cyclique dans la vie. Aucun riche n'a manqué d'être pauvre une fois au cours de son parcours. Et aucun pauvre n'a manqué d'être riche une fois au cours de son parcours. Quand on va parler de ces nombreuses vies qui se sont enchaînées, peut-être que dans une autre vie, vous étiez quelqu'un, tout allait bien, vous n'avez peut-être aucune maladie, vous étiez même un prince, vous étiez un roi. Mais quand vous n'avez pas su valoriser ces choses-là, quand vous n'avez pas su être reconnaissant pour ce que la vie vous a offert, donc vous avez peut-être dilapidé, fait du n'importe quoi, etc., vous allez revenir dans une autre vie pour pouvoir davantage souffrir. Vous serez dans le manque pour voir ce que ça fait vraiment d'être dans le manque. Alors que dans une autre vie, on vous avait tout donné, mais vous vous êtes amusé avec ça. Vous n'avez pas véritablement travaillé comme cela se doit. D'accord? Il y a des personnes qui ont passé toute leur vie, par exemple, à fumer, à boire. Et voilà, dans une nouvelle vie, ces personnes-là seront contraintes à travailler durement, rudement, souffrir à telle enseigne qu'en fait, ils vont se rendre compte que c'est comme s'ils ont travaillé, ils ont mené des travaux de 5 ans, de 5 vies, de 10 vies en une seule existence. Donc, ils auront l'impression que tout tombe sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé d'autres vies à ne rien faire, ils ont perdu du temps. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne nous enseigne pas dans les religions classiques, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule vie, ça s'arrête là. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, pour nous faire peur, pour nous maintenir dans la peur d'être tout le temps à l'église, etc. D'accord? Mais il n'y a pas une seule vie. Comprenez ça une fois pour de bon. D'accord? Oui, mais ouais, qu'est-ce que vous voulez comprendre dans cette histoire? Vous savez, au fond, rien ne meurt dans l'univers. Hein? Rien ne meurt dans l'univers, rien. Ok, il y a... Merveille, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Quand les gens vous prennent pour dingue, en fait, ne faites pas un débat. Continuez votre chemin. Vous avez conscience. Vous avez conscience qu'il y a une vie. Vous avez ressenti des choses. Vous vivez votre expérience. Continuez comme ça. D'accord? Vous allez apprendre beaucoup de choses plus tard. Votre éveil est en train de commencer petit à petit et les choses finiront par se présenter à vous beaucoup plus facilement. De toutes les façons, que quelqu'un croit qu'il y ait plusieurs vous ou bien qu'il n'y en ait pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Continuez votre chemin. Ça ne empêche rien en vous, rien en l'autre, etc. Vous comprenez? Merci beaucoup, Lune. Merci pour ce message qui me touche énormément.
Je témoigne toute ma gratitude pour votre patience et le temps que vous disposez. C'est clair et net. Merci beaucoup, Lune. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merveille. C'est très bien si vous l'avez vu et c'est très possible. C'est très possible. Voilà pourquoi quand les personnes qui sont vraiment éveillées spirituellement ne se mettent pas dans des combats de « ah non, voilà, blanc contre noir, etc. » C'est parce qu'ils savent qu'ils ont déjà vécu en fait plusieurs expériences dans plusieurs vies, dans plusieurs domaines. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en État africain, on peut avoir des connaissances poussées dans tel domaine, etc. C'est parce qu'en fait, l'un a vécu ailleurs, etc. Mais tout le monde ne peut pas comprendre, on ne peut pas leur en vouloir non plus. D'accord? Alors, je reviens à la question d'Aurélie qui dit, est-ce que ne jamais être satisfait est aussi une émotion? Je vais dire oui et non à la fois. Merveille, merveille, je reviens. À la question d'Aurélie, je vais dire oui et non à la fois. Non, parce que le fait de ne jamais être satisfait, ça peut être en fait un besoin caché, ou bien, disons, ça peut être en fait un besoin caché que vous n'arrivez pas à détecter et que vous êtes en train de compenser dans ce besoin de tout le temps, voilà, remplacer ou encaisser ou bien évoluer. Et au même moment, ça peut être positif si vous savez bien faire les choses. Parce que en fait, il faut toujours être dans une optique de croissance, toujours s'améliorer, toujours faire plus. Donc, si le but, c'est toujours s'améliorer, toujours avoir plus, toujours avoir meilleur, c'est bon, d'accord? Mais si vous n'êtes jamais satisfait, ça peut être également le fait que peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre voie intérieure et que vous ne matchez pas profondément avec votre raison d'être ou bien vos aspirations les plus profondes. Maintenant, ça peut être une émotion en ce sens où, en fait, vous ne savez pas manifester de la gratitude pour les choses que vous faites. Quelqu'un peut ne pas être satisfait, donc vouloir toujours s'améliorer, mais manifester de la gratitude à chaque étape. Ça, c'est différent. Mais si vous, malgré ce que vous faites, malgré ce que les gens disent, malgré ce que les gens font, et ça ne marche pas, vous n'êtes toujours pas épanoui, vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas reconnaissante, ça veut dire que là, vous êtes en train de développer une émotion qui n'est rien d'autre que en fait de l'apitoiement sur soi ou bien de l'ingratitude. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un appel à vous repositionner, à vous questionner vous-même, à aller en profondeur pour voir si ce que vous faites, c'est vraiment ce que vous voulez. Donc, vous devez revenir à ce que vous voulez vraiment. Peut-être que tout ça là, ça ne vous dit rien. Ce qu'il vous faut, c'est quelque chose de beaucoup plus banal, de beaucoup plus simple. C'est simplement une vie ordinaire. Ayez le courage d'aller vers cette vie ordinaire et vous allez voir que les choses vont changer. D'accord? Merci beaucoup, Lune. Je suis content de lire ça. Oh là là, j'aime ça. Elle dit tout est précis et bien calibré. Je me sens bien et apaisé. Les pensées sont claires. Merci beaucoup. Je vous en prie, Aurélie. D'accord? Alors, Merveille, je reviens rapidement à votre préoccupation. Vous savez, pendant longtemps, moi, j'ai eu une base chrétienne, j'ai été Samuel, après j'ai grandi, après j'ai fait l'église évangélique et tout, etc. Mais vous savez, cela ne m'a jamais empêché de penser, de croire qu'il y a plusieurs vies. Hein. Vous savez, les pasteurs, les prêtres sont libres d'avoir leur idée. Vous êtes également libre d'avoir vos propres avis. Et c'est entre vous et le Saint-Esprit, comme on le dit, c'est le Saint-Esprit qui doit vous enseigner. C'est lui qui est le meilleur enseignant. L'enseignant, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas moi. Vous posez simplement des questions au Saint-Esprit. Je crois en cette chose-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Enseigne-moi, montre-moi. Soit au travers des Écritures, soit au travers des réalités précises, voilà. Ou bien au travers d'un lien personnel. Il va vous enseigner. Donc, si vous voulez écouter les gens, les enseignements qu'on vous donne et ne pas avancer dans votre quête spirituelle, vous n'irez nulle part. Je dis et je répète, c'est parfois en voulant se perdre qu'on se retrouve. Prenez le risque de vous perdre et vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup de choses. D'accord? Vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup de choses. Effectivement, si vous ne vous connaissez pas, c'est clair que vous allez souffrir. Donc, vous devez prendre le temps de vous connaître. Ce qui rejoint un peu... il y a une voix qui vous dit ça. Donc, commencez par vous pencher sur ces questions-là. Commencez par vous pencher sur ces questions-là. D'accord? Didi Chou qui dit, j'aimerais apprendre à me connaître, que faire? Bon, je pense que je vais carrément mettre ce sujet-là
dans un live revenir par rapport à ça. Et on pourra même aussi organiser des ateliers. Est-ce que ça vous intéresse que j'organise des ateliers qui vous permettront d'apprendre à vous connaître, savoir qui vous êtes véritablement? Votre histoire, qu'est-ce que ça peut traduire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont vos blocages, vos limitations, etc. Donc, vous allez vous connaître, quoi. Vous comprenez? Mais apprendre à se connaître, c'est beaucoup de choses. Ah, ok. Bon, Aurélie, je ne parle pas trop des heures miroirs parce que je n'ai pas trop l'expertise en ça. Par contre, je sais qu'il y a de la synchronicité, il n'y a pas de hasard. Et donc, voilà, parfois, je vais voir, je lis un peu, etc. D'accord? Mais en parler, je ne suis pas expert en la matière et je n'aime pas dire des choses que je ne maîtrise pas à 100%. D'accord? Donc, voilà. Je vous en prie, Kaios. Ah, ok, je vois que beaucoup de personnes sont intéressées par le sujet, hein. Si ma très chère et tendre épouse est là, je pense que nous pouvons en faire un sujet et faire un atelier simplement pour que les uns et les autres participent. Le but, ce sera vraiment apprendre à se connaître. D'accord? Donc, si vous voulez apprendre à vous connaître, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de facteurs. D'accord? Je ne parle pas des tests qu'on essaie de vous faire, non. Je pense, par exemple, à plusieurs choses. Par exemple, apprendre à identifier votre cycle, tenir compte de vos conditions de naissance, des expériences que vous avez vécues pour vous déterminer vous-même qui vous êtes, où est-ce que vous pouvez avancer. D'accord? Didi Chou, c'est très bon, c'est très bon. D'accord, d'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Je pense que nous allons faire ça sous forme de live et après sous forme d'atelier pour que je vous présente des exercices pratiques que vous pourrez en fait intégrer pour apprendre à mieux vous connaître. Parce qu'aucun développement comme ça en ligne en termes de conférence ne vous aidera à 100% à comprendre véritablement qui vous êtes. D'accord? Mais il y a plusieurs choses. Vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes si vous n'avez pas un minimum de connaissance de l'univers, des lois de l'univers, de comment ça fonctionne et d'identifier comment ces lois fonctionnent dans votre vie. D'accord? Et si vous savez comment ces lois fonctionnent dans votre vie, vous allez facilement identifier les pièges, les nœuds, les cycles, les saisons de votre vie. Et en comparaison avec ce que vous avez vécu, vous pouvez maintenant dégager le genre de personne que vous avez. Je dis également, vos blessures émotionnelles également montrent également vraiment qui vous êtes aussi dans la vie. Bien évidemment, on peut ajouter d'autres facteurs qui, pour ma part, pour moi, je les trouve un peu trop généralistes. Genre les facteurs tels que, par exemple, votre style, votre tempérament, les facteurs tels que, par exemple, bon, on va parler quand même du tempérament parce que c'est important. Les facteurs aussi un peu comme votre signe astrologique, etc. Voilà, ça, moi, je les trouve un peu trop généralistes. Et bien évidemment, pour que ça soit individuel, il faut un spécialiste et il faut tenir compte de l'heure, du jour, le lieu. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus pointilleux quand on veut faire un travail individuel. D'accord? Donc, on ne peut pas simplement dire quelque chose comme ça pour répondre à cette question-là. D'accord? Ok, les amis, je pense que nous avions fait le tour. Hein? J'aurais bien aimé rester un peu plus. Merci à vous tous. Merci à toutes les personnes qui ont tapoté, qui ont donné de la force. J'aurais aimé rester un peu plus avec vous encore, mais je vais devoir me déconnecter, me reposer avant mes 2 prochaines séances. Ce soir, je risque de finir à 23 heures pratiquement. Donc, il faut que j'aille me ressourcer un tout petit peu pour revenir. J'espère que vous avez aimé véritablement le développement d'aujourd'hui. D'accord? Ouais, Didi Chou, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On appelle ça des flashs. Vous avez souvent des flashs de vie antérieure. On va revenir par rapport à tout ça et en parler, n'ayez crainte, d'accord? Je vous en prie, merveille. On est ensemble. Activez la cloche de notification sur mon profil et prenez rendez-vous le vendredi pour la suite de cet enseignement-là, pour ne pas perdre le fil. C'est très, très important, s'il vous plaît, parce que les 2 éléments vont de pair. On va parler de la posture le vendredi prochain. Je vais vous montrer les différents éléments qu'il faut, comment est-ce qu'on peut utiliser la posture en son avantage. Parce que la posture également influence le résultat. Vous voyez, influence vos émotions et tout ça. D'accord? Les amis, je vous aime, portez-vous bien. On se donne rendez-vous vendredi pour un autre live. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Portez-vous bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi dans l'inbox, je vais répondre. Ou alors, allez sur mon profil, prenez mon numéro, mon mail ou même mon compte YouTube et écrivez-moi, laissez-moi un message.
je me ferai le plaisir de vous répondre et nous allons échanger. D'accord? Merci beaucoup. Ciao, ciao. Très belle soirée à vous et à bientôt. Bébé?